Et on est en direct. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez manqué parce que ça fait 2 semaines qu'on n'a pas streamé. J'étais en vacances, c'était bien. Mais bon retour sur la chaîne pour une nouvelle interview avec une députée européenne en l'occurrence. Vous l'entendez, on est en français ce soir parce que notre invitée est française. Mais avant de vous la présenter, je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait ici ce soir, hein, parce qu'on n'est pas là juste pour le plaisir. Hein. Il y a des sujets sérieux dont on va discuter. Donc ce soir, on n'est pas sur une interview habituelle hein, avec une députée, on est sur une interview thématique. On va se pencher plus particulièrement sur une législation européenne particulière hein, qui est actuellement en négociation. Cette législation, c'est ce qu'on appelle la directive sur l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme. Derrière ce nom sexy, en fait, on parle du droit des travailleurs des plateformes. Vous savez, c'est livreurs de Deliveroo et autres chauffeurs Uber. Donc c'est de ça qu'on va parler ce soir. C'est travailleurs des plateformes, donc je vais donner un petit cadre un peu pour comprendre un peu pourquoi on parle de tout ça. Ces travailleurs des plateformes, ils sont aujourd'hui en gros 28 millions en Europe, et on estime qu'ils vont être 43 millions en 2025. Donc c'est un secteur qui est en pleine croissance, ça représente des milliards et des milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc c'est pas négligeable d'un point de vue économique. Le problème c'est que sur ces 28 millions de personnes, on estime qu'il y a une partie de ces travailleurs, hein, grosso merdo 5-6 millions d'entre eux, qui en fait sont mal catégorisés et en fait sont privés d'un certain nombre de droits sociaux dont ils auraient le droit en tant qu'employés. Et donc du coup, dans ce contexte, la Commission européenne, en 2021, elle a fait une proposition pour se pencher sur ce sujet des travailleurs des plateformes et en gros définir les conditions dans lesquelles ces travailleurs pourraient être en fait reconsidérés comme salariés et donc recevoir des droits sociaux qui sont attachés et donc plus être travailleur indépendant comme on dit. Et le Parlement européen en ce qui lui concerne, donc ça fait 3 ans maintenant que 2 ans et demi que ça travaille sur le sujet, le Parlement a adopté sa position sur cette directive en février, et les États membres sont encore en train de travailler sur leur copie de leur côté. Ce qui m'amène à notre invitée de ce soir. Donc notre invitée de ce soir, c'est Leila Chaibi. Elle est députée européenne depuis 2019, donc c'est son premier mandat. Elle appartient au groupe The Left. Donc, comme le nom l'indique, on est à la gauche de l'hémicycle, hein, c'est le groupe dans lequel siège la France Insoumise en France. Et Madame Chaibi, dans le cadre de son travail dans la commission emploi du Parlement européen, elle est ce qu'on appelle la rapporteure fictive, c'est-à-dire elle est, ou shadow comme on dit au PE, elle est en fait elle représente son groupe politique dans les négociations sur cette directive. Donc elle travaille directement les mains dans le cambouis sur cette directive depuis plusieurs années. Donc elle est, on va dire, bien placée pour nous expliquer quels sont les enjeux de ce texte, quels sont les problèmes, quel est le potentiel, etc. etc. Donc c'est de ça qu'on va discuter ce soir. Avant qu'on se lance, petit rappel des règles pour ceux d'entre vous qui seraient nouveaux avec nous. Mme Chaibi va rester avec nous pendant à peu près 1 heure, hein, après quoi elle ira profiter du reste de sa soirée. Vous n'aurez pas le choix, vous resterez avec moi pendant encore une petite demi-heure pour qu'on débriefe, on discute de ce que vous avez pensé de l'interview, répondre à des questions complémentaires, etc. etc. J'ai préparé mes questions de mon côté, comme d'habitude, mais vous avez un chat et ça tombe bien parce que vous pouvez l'utiliser pour réagir et suggérer des questions que je pourrais transmettre à Mme Chaibi si ces questions sont évidemment liées au sujet, qu'elles sont intéressantes, qu'on n'a pas déjà couvert ça, qu'on a le temps et tout le tintouin. Vous savez comment ça fonctionne. Donc évidemment, je vous invite à réagir, à suggérer vos questions. C'est là pour utiliser le chat, c'est là pour ça. Je garderai un œil dessus, mais comme d'habitude, faites ça dans la bonne humeur et sans spammer. Donc vous le savez, hein, l'idée c'est stream un peu thématique, c'est d'aller creuser un peu des sujets politiques un peu intéressants, un peu saillants au niveau européen. Qui ont des enjeux, pour que vous compreniez un peu qu'est-ce que l'Europe fait sur ces différents sujets, et pourquoi au final ces sujets qui peuvent paraître très techniques, très lointains, ont en fait des conséquences directes, parfois sur vous, parfois sur d'autres gens que vous voyez au quotidien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je pense qu'on a fait à peu près le tour hein, de l'introduction habituelle, donc je propose qu'on se lance dans cette interview. Hop. Bonsoir Madame Chaibi, merci encore d'être avec nous ce soir pour répondre à vos questions sur cette directive sur les travailleurs des plateformes. Donc vous m'avez entendu faire la petite introduction sur vous et surtout sur cette directive. Alors avant que je vous avoue, je ne suis pas un expert sur cette directive, hein, j'ai lu vaguement les news, j'ai lu Potico un petit peu tout ça, j'ai un peu révisé cette directive ces derniers jours. Bonne, en tout cas. Ah bah très bien, j'allais justement vous demander si j'avais pas dit des bêtises, donc c'est parfait. Ouais, non. Je ne fais pas j'ai pas dit de bêtises, et maintenant je vais m'en remettre à votre expertise pour nous en dire un peu plus. Donc déjà, Eh bien oui. je vais vous poser juste une première question pour un peu poser le décor, hein, parce que, je l'ai dit, quand on parle travailleurs des plateformes, on pense souvent aux livreurs Deliveroo, on pense aux chauffeurs Uber, etc. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre, en fait, derrière ces travailleurs des plateformes ? On parle de qui, en fait ?
Mais c'est vrai que quand on parle des travailleurs des plateformes, donc comme vous l'avez dit, on pense d'abord aux chauffeurs VTC, chauffeurs Uber et livreurs de repas. Et des gens qui sont dans des situations dont on voit qu'elles sont extrêmement précaires, surtout les livreurs de repas à domicile. Il faut se souvenir qu'il y a 3 ans maintenant, le Covid, c'était il y a combien de temps? Il y a 3 ans, 2020, ouais, donc 3 ans, ouais. 2020, ouais. Quand toutes les villes de l'Union Mmh. européenne étaient confinées, et ben on avait certains gouvernements, et notamment en France, donc le président de la République, rappelez-vous, nous disait seules les activités essentielles vont continuer. Et là, donc, on s'est aperçu la précarité dans laquelle sont plongés ces travailleurs est apparue au grand jour parce qu'on était tous chez nous. Et pendant ce temps-là, il y en avait qui continuaient de parcourir les rues. C'était les livreurs avec leurs sacs sur le dos, des Deliveroo, Uber Eats. Et on disait, mais alors, ils sont censés être essentiels parce qu'ils se permettent aux restos qui sont fermés de continuer de faire du chiffre d'affaires en vendant de la nourriture alors qu'ils ne peuvent pas recevoir des clients. Ils nous permettent, à nous qui sommes confinés, de recevoir un repas chez nous. Et pour autant, ils sont dans une situation où ils n'ont aucun droit. Ils n'ont pas droit au salaire minimum, ils n'ont pas droit aux indemnités pour accident du travail, ils n'ont pas d'indemnité pour arrêt maladie. Et ils sont obligés donc de continuer de parcourir les rues. Il y a des images qui ont pas mal circulé à ce moment-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était donc moi j'en ai été témoin en plus à Bordeaux. Ces livreurs donc qui, en attendant que leur téléphone sonne pour avoir une course, sont obligés d'aller faire la queue, vont faire la queue au stand des Restos du Cœur pour récupérer un sac de nourriture. Ils livrent de la nourriture, mais n'ont pas de quoi se nourrir Mmh. eux-mêmes. Et donc, à ce moment-là, on s'est aperçu, on s'est dit, ah là là, mais il y a un problème, parce que ces travailleurs, donc, sont censés être des travailleurs indépendants. C'est ce qui fait qu'ils n'ont pas accès aux droits du travail. Et donc, on pense d'abord aux livreurs et aux chauffeurs VTC, mais en fait, de plus en plus, ça s'étend ce système dans différents secteurs. Par exemple, vous pouvez avoir des aides à domicile qui sont sous statut d'auto-entrepreneur. Et vous avez, par exemple, il y a quelques semaines, on entendait beaucoup parler d'un système de livraison de médicaments, en fait. Vous pouvez vous faire livrer des médicaments chez vous par des auto-entrepreneurs. Et en fait, qu'est-ce que c'est la situation? C'est que dans tous les États membres de l'Union européenne, soit on est salarié quand on travaille, soit on est travailleur indépendant. Et quand vous êtes travailleur salarié, bon, il y a la contrainte. La contrainte, c'est d'avoir un patron au-dessus de vous qui vous sanctionne, qui vous contrôle, qui vous dirige. Mais la contrepartie de ça, de ce qu'on appelle le lien de subordination, en fait, Mmh. c'est que vous avez accès aux droits du travail. Vous avez des droits, vous avez une protection sociale. Et alors, soit sinon vous êtes travailleur indépendant, dans ce cas-là, certes, vous n'avez pas accès aux droits du travail, mais par contre, vous n'avez pas un patron au-dessus de vous qui vous subordonne, et vous avez la liberté de choisir vos tarifs, la liberté de choisir comment vous réalisez votre activité. Et ces travailleurs de plateforme, c'est pour ça que la Commission européenne a décidé de lancer un chantier législatif là-dessus, c'est que souvent, ces travailleurs de plateforme, ils ont les inconvénients du statut de travailleur indépendant et les inconvénients du statut de salarié. Et pour l'employeur, qui devrait être juste un donneur d'ordre, mais qui subordonne, donc ça devient un employeur, ils ont à la fois les avantages du statut de salarié, je peux subordonner quelqu'un, mais sans avoir les contraintes, sans avoir assumé le droit du travail, et avec les avantages en fait du statut aussi de travailleur indépendant. Et donc là, on est en 2019. Moi donc comme vous l'avez dit, c'est mon premier mandat au Parlement européen. Ursula von der Leyen, à ce moment-là, elle nous donne sa feuille de route sur les 5 années qui viennent. Elle dit les sujets sur lesquels on va bosser à l'Union européenne. Et parmi ces sujets, il y a les travailleurs des plateformes qui sont dans la feuille de route. Et à ce moment-là, donc, Déjà en on en 2019, parlera avant même le Covid? avant le Covid, ouais, D'accord. ouais, ouais. Et sauf que ça traîne, et le Covid euh, fait qu'on s'aperçoit que la situation est urgente et qu'il faut absolument réglementer sur la situation. Et il y a un autre élément aussi à prendre en compte à l'origine de cette directive, c'est que partout en Europe, les juges sont sollicités par les travailleurs eux-mêmes, qui vont les voir. Par exemple, c'est les chauffeurs Uber qui vont les voir, qui disent Monsieur le juge, je comprends pas, j'étais censé être un travailleur indépendant, mais en fait, j'ai l'impression d'être subordonné, je suis pas indépendant. Comment ça se fait que moi, j'ai que des petites courses et que mon voisin dans sa voiture, là, mon collègue dans sa voiture, il va avoir des grosses courses? Est-ce que c'est parce que je refuse tout le temps les petites que du coup on me donne les petites? Ou alors est-ce qu'à l'inverse, en fait, c'est parce que on se dit que comme j'accepte trop de petites, on m'en donne des petites. Bref, tout ça réglementé par voie d'algorithme, de façon opaque. Mais en tout cas, ils disent, mais je choisis pas mes tarifs, je choisis pas comment je travaille. Pourquoi un client qui a 1 kilomètre, on va le donner à mon voisin et pas à moi? Ça, on n'en sait rien. Et donc, ils vont voir le juge. Et le juge, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la relation de travail, la relation qui unit le travailleur à la plateforme.
qui est une relation donc d'indépendant, le juge regarde la réalité des faits et dans 3 cas sur 4, il va requalifier. Donc il va transformer la relation d'indépendant, la relation commerciale qui unit le travailleur à la plateforme, en contrat de travail. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là quand le juge décide, bah voilà, en fait, chauffeur Uber, bah en fait, t'es pas indépendant, t'es salarié. Est-ce que Uber se dit, ok, très bien, t'es mon salarié, ou est-ce que Uber il coupe les liens, il dit, bah ok, non, t'es plus sur Uber parce que je veux pas de salarié. Eh ben alors, généralement, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que de toute façon, il est obligé rétroactivement parce que quand le travailleur va voir le juge, il amène des éléments qui Qui concernent prouve la une période subordination. donnée. Ouais, bien sûr. Oui, voilà. Et donc, sur la période donnée, par exemple, si ça concerne une année, eh ben, sur l'année, Uber est obligé de passer à la caisse, en quelque sorte, de faire un chèque et de payer, de faire ce qu'on appelle donc la requalification du contrat en contrat de travail et de payer ce qu'ils auraient dû payer en termes de cotisation sociale. Et ça, à ce moment-là, donc en 2019, les plateformes commencent à en avoir marre d'être partout, de devoir passer à la caisse suite à des décisions des juges comme ça. Et elles se disent, et c'est là qu'on va avoir un rapport de force pendant 3 ans, elles se disent, tiens, l'Union européenne veut légiférer, eh ben, pour nous, ça peut être une aubaine pour légaliser ce dont les juges disent que c'est illégal. Donc Pour légaliser... eux-mêmes sont à la recherche en fait d'un cadre juridique pour se couvrir en fait. C'est ça, pour continuer d'avoir à la fois les avantages du statut de travailleur salarié et les avantages du statut d'indépendant, pour créer une sorte de statut intermédiaire entre les deux, en fait. Et à l'inverse, nous, à ce moment-là, dès le départ, quand je dis nous, c'est donc certains groupes qui sont en faveur d'une législation qui oblige, au contraire, les plateformes à respecter leurs obligations d'employeur. Sauf que, peut-être juste un dernier mot, parce que comme vous l'avez très bien dit en introduction, la Commission européenne, elle apporte une manière de requalifier. La Commission européenne, dans son étude d'impact, elle dit il y a 6 millions sur les 28 millions de travailleurs qui travaillent via une plateforme qui devraient être qualifiés. Sauf qu'actuellement, sans la directive, peut-être ils pourraient l'être. Parce que quand ils vont voir le juge leur donne raison. Le problème, c'est que quand on est dans une situation de précarité comme celle des travailleurs des plateformes, eh ben, c'est pas forcément évident d'aller voir le juge. Ouais, bien sûr. Et ce n'est pas au travailleur, à la charge du travailleur d'aller faire lui-même la démarche de requalification. Et tout l'enjeu de cette directive, c'est d'inverser la charge de la preuve, justement, de faire en sorte que ce soit plus au travailleur là d'aller voir le juge, de dire oh, toc toc toc, le juge, je suis mal qualifié, mais que ce soit une présomption de salariat. Donc là, on a une directive sur un principe de présomption de salariat qui fait que si les plateformes considèrent qu'elles doivent continuer à travailler avec des indépendants, là, à elles de le prouver, faute de quoi, eh ben, leurs travailleurs seront salariés. Bah, du coup, enfin, c'est parfait, ça me fait la transition vers ma question suivante. Donc, on est en 2021, la Commission européenne fait sa proposition législative, donc cette fameuse directive. Et, bah, du coup, ça fait déjà, en 2021, ça fait déjà 2 ans que vous travaillez sur le sujet. Comment vous accueillez cette proposition initiale de la Commission? Comment vous la jugez, en fait? Elle sort, vous la lisez, c'est quoi votre impression au premier abord? D'abord, en fait, il faut dire qu'elle n'est pas tombée du ciel. Hein, et peut-être préciser à ceux qui nous écoutent on est des législateurs au Parlement européen, mais on n'a pas ce qu'on appelle le droit d'initiative législative. Donc, c'est-à-dire qu'on est le seul Parlement du monde où on ne peut pas écrire le premier jet des propositions de loi, donc les directives en langage européen. Et donc, il faut que la Commission européenne fasse sa proposition. Et une fois qu'elle a fait sa proposition de directive, elle la transmet d'un côté au Parlement, de l'autre côté au Conseil, donc qui représente les gouvernements et les États. Chacun, on regarde ce qu'il y a, puis on dit, alors l'article 3, je garde ça, puis l'autre article 5, je vire ça. Et puis on se met d'accord, donc côté Parlement, côté Conseil, sur la position. Et ensuite, on va en trilogue et on négocie la version finale, ouais. Et c'est là où on en est. Et donc, pour revenir donc, là, pour la Commission, donc en fait, on est en quelque sorte obligé de faire du lobbying au début, avant que la Commission fasse sa proposition, donc avant décembre 2021. Décembre 2021, c'est là où la Commission européenne présente sa proposition de directive. Le Parlement européen doit faire une sorte de lobbying aussi, en quelque sorte, vis-à-vis de la Commission. Donc on est un certain nombre, les groupes progressistes, les représentants des travailleurs, je synthétise. Et de l'autre côté, en face, les plateformes, à vouloir un contenu différent à ce qu'a annoncé Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Parce qu'on aurait très bien pu avoir une directive qui dit on crée un tiers statut. On crée un tiers statut intermédiaire entre travailleurs indépendants.
Oui, des d'ailleurs, salariés. c'était l'enjeu, alors puisqu'effectivement, voilà, le Parlement, dans son travail de lobbying vis-à-vis de la Commission, a adopté déjà une résolution sur le sujet, je crois, en mi-2021, juillet 2021, si À la septembre. plénière de septembre 2021, oui, c'était le rapport Brunet, donc un Oui, oui, rapport oui, qu'on avait reçu sur la chaîne, oui. dans les différents outils qui sont à disposition du Parlement pour faire en sorte, faire pression sur la Commission en quelque sorte pour avoir une bonne proposition de base, hein, et ben il y a notamment les rapports Mmh, mmh, d'initiative. mmh, mmh. Donc en commission emploi, on se réunit autour d'une table avec un représentant de chaque groupe pour négocier. Donc dans ce cadre-là, moi je suis ce qu'on appelle shadow rapporteur, je représente mon groupe dans les négociations. Sylvie Brunet, députée française Renew, qui est rapporteur, donc qui a à charge de justement mettre tout le monde autour de la table et trouver ce qui fait consensus. Et donc, on parvient à une position en septembre 2021. Le Parlement européen dit on veut que d'abord la Commission européenne propose une directive, ce qui n'était pas forcément évident hein, au départ. Ça aurait pu être une recommandation qui est quelque chose qui n'est pas contraignant. Donc le Mmh. Parlement dit on veut une loi européenne et on veut que dans cette loi, il y ait un principe de présomption de salariat pour les travailleurs des plateformes. Que les travailleurs de plateforme soient présumés salariés, c'est-à-dire qu'ils aient droit au salaire minimum, aux congés payés, aux indemnités pour arrêt maladie. Présomption qui n'est pas générale, qui peut être contestée, qui peut être réfutée par les plateformes dans le cas où il y a simplement de la mise en relation et que les travailleurs sont bien indépendants. Mais en tout cas, déjà, un signal extrêmement fort à 3 mois, à 4 mois de l'annonce de la Commission européenne, le Parlement européen dit nous voulons une directive pour une présomption de salariat. À côté de ça, donc il y a d'autres éléments qui font qui mettent la pression sur la Commission, et notamment, peut-être on y reviendra, mais le fait que on a beaucoup l'habitude de voir des lobbies à Bruxelles, les lobbies des plateformes sont organisés, mais là, on assiste à la construction d'un nouveau type de lobby. Et les travailleurs des plateformes qui sont très très précaires et qui sont isolés, chacun sur son véhicule, chacun avec son contrat, ben dans toute l'Union européenne, ils commencent à s'organiser entre eux et à se réunir à Bruxelles. Avec mon groupe politique, on favorise leur venue, leur irruption à Bruxelles sur la scène institutionnelle bruxelloise, à parler d'une voix commune, chacun des langages différents, mais disant la même chose avec la magie d'interprétation, l'outil des interprètes qu'on a à Bruxelles. Et donc là, pareil, ils disent Commission européenne, cette fois-ci, tu feras pas les choses dans ton coin, on te regarde, attention, monsieur le commissaire Nicolas Schmit. Et donc, on veut une directive qui aille dans notre sens et pas dans le sens de l'intérêt des lobbies. Ça, plus un certain nombre d'éléments, enfin, les planètes sont alignées dans cette histoire depuis le début. Plus une culture au Parlement européen qui est assez différente, on va dire, de la culture peut-être qu'on a à l'Assemblée nationale en Oui, c'est France, plus où il une y a culture de compromis, consensus. voilà, ouais, ouais. Exactement. On va rechercher n'importe quel. Aucun groupe n'a jamais eu la majorité absolue, donc le rapporteur sait que s'il veut garder son nom sur le rapport, il est obligé d'avoir une majorité et donc de ne pas rester dans son couloir, mais de construire une coalition et donc de faire des compromis. Et donc là-dessus, tout ça fait que donc en décembre 2021, Commission européenne publie sa proposition. Elle dit directive européenne, donc gagné là-dessus, une directive, et qui pose le principe d'une présomption de salariat. On va aller dans les détails sinon, mais donc d'abord, c'est quelque chose d'extrêmement ambitieux, d'extrêmement fort de la voix du commissaire à l'emploi, Nicolas Schmit, et c'est très bien accueilli. Alors il y a évidemment certains éléments et certaines ambiguïtés, parce qu'il a fallu aussi trouver un consensus, un Oui, tout n'est pas compromis parfait, donc au sein de la effectivement, commission. Tout n'est pas ouais. parfait. C'est d'ailleurs ce que le Parlement, après, le Parlement a largement amélioré les points un peu flous et les ambiguïtés qui étaient posées dans la proposition de la Commission. Mais en tout cas, signal très fort, la Commission européenne propose une directive qui pose un principe de présomption de salariat des travailleurs des plateformes. Et du coup, donc il y a cette idée de présomption hein, qui est dans la proposition de la Commission, mais cette présomption, elle fonctionne selon un certain nombre de critères. Hein. C'est l'article 4 de la directive qui liste un certain nombre de critères voilà, pour qu'on puisse avoir cette présomption. Il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. C'est quoi un peu, comment ça marche cette présomption selon la Commission hein. Je sais que le Parlement Oui. a une autre approche, on va en parler après, mais dans le texte de la Commission, comment est-ce que ça fonctionne cette présomption? Oui, et c'est là qu'il y a quelques ambiguïtés. Donc la Commission dit qu'il y a un principe de présomption de salariat. Super. Maintenant, donc, quand on regarde en détail les articles qui concernent la question du statut, il y a d'autres choses dans cette directive, mais l'élément essentiel, donc c'est les articles 3, 4, 5, comme vous l'avez dit, sur la question du statut. Article 3, il y a une présomption de salariat. Article 4, comment ça marche, comment elle est activée. Article 5, comment on la conteste. Parce que c'est une présomption qui est réfragable. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus depuis le début.
Et donc, dans l'article 4, sur comment ça marche la présomption, la commission ne dit pas, hop, tous les travailleurs des plateformes sont présumés salariés, point. Non. Il y a une présomption de salariat, mais pour qu'elle soit activée, il faut remplir des critères de subordination. Et donc, la Commission européenne liste 5 critères de subordination. En gros, 5 preuves du fait que vous n'êtes pas indépendant. C'est-à-dire là-dedans, par exemple, dans les critères de subordination, il y a le fait que vous ne pouvez pas choisir vos tarifs, le fait que vous ne pouvez pas choisir comment vous êtes équipé, le fait que vous n'avez pas accès au portefeuille client, le fait qu'il y ait un algorithme qui puisse vous sanctionner. Et puis, donc, quand on remplit 2 critères, la Commission européenne dit, parmi 5 critères, quand il y a 2 critères qui sont cochés, qui sont remplis, là, on active la présomption de salariat. Et qui l'active cette présomption? Parce que c'est bien là, c'est exactement. Alors là, on est au cœur du problème, c'est-à-dire que là, on se dit, bah alors, concrètement, si on veut mettre en place, donc déjà, avant qu'il active, c'est qui décide que les critères sont remplis? Qui décide que les critères sont remplis? Si c'est les plateformes, les plateformes, elles vont dire non, moi je ne suis pas concerné. J'ai parlé au patron de Itch, les auditeurs doivent, les spectateurs, Twitchers, je ne sais pas comment on dit. Spectateur, audience, hein, il n'y a pas de terme. Ouais, doivent connaître Itch, la plateforme de VTC française. Et puis il me dit, Teddy Pellerin, le patron de Itch, c'est bien la proposition de la commission, mais moi je ne suis pas concerné. Moi, je ne remplis pas les 2 critères sur 5. Je dis, le tarif, quand même, vous choisissez les tarifs. Oh non, c'est un tarif, mais c'est un tarif maximum. Hein. Le VTC peut toujours demander à être payé moins. On sait que si c'est les plateformes qui doivent dire si elles remplissent les critères ou pas, évidemment qu'elles ne vont pas dire qu'elles les remplissent si ça contraint leur business model et qu'elles doivent changer leur organisation. Donc ensuite, si ce n'est pas les plateformes qui le disent, c'est qui? C'est le travailleur lui-même. Si c'est le travailleur lui-même qui doit dire si les critères sont remplis, ça veut dire qu'il doit ramener les preuves devant le juge que ces critères sont remplis. Et donc, on revient à la situation antérieure à la directive, où on n'est non pas sur une présomption de salariat, mais sur une présomption d'indépendance, où c'est charge aux travailleurs, sur les épaules des travailleurs, ça repose sur les épaules des travailleurs, d'amener la preuve devant le juge qu'il remplit les critères de... On n'est plus sur une présomption de salariat dans ce cas-là. Donc, c'est pourquoi dans le Parlement européen, et ça a soulevé beaucoup de débats, hein, c'était le point d'achoppement. Mais donc, dans la proposition du Parlement européen, on en reviendra, on a largement fait évoluer cet aspect-là. Et du coup, in fine, enfin, ça, pour moi, c'est toujours quand j'ai eu la proposition, quand j'ai eu la version du Parlement européen, enfin, quelle que soit la version que je lis, je lisais, je fais mais qui est-ce qui détermine au final cette présomption? Enfin, elle existe cette présomption, oui. On comprend bien, mais si c'est pas la plateforme, si c'est pas le travailleur qui l'active, qui va activer, enfin Alors justement, donc si on a si on a une présomption de salariat, ça veut dire que par défaut, il n'y a pas à déterminer qui l'active ou qui l'active pas. C'est qu'à par défaut, à partir du moment où une plateforme arrive sur un marché, arrive en France, elle doit salarier ses travailleurs, sauf si, et c'est là que l'article 5 est super important, sauf si elle prouve qu'ils sont indépendants, sauf si les plateformes là prouvent auprès d'une autorité administrative, par exemple, que les travailleurs sont indépendants. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup entendu Uber et ses représentants, Movio, EU Tech Alliance, enfin tous les faunés derrière lesquels les plateformes se sont cachées parce qu'elles n'assumaient pas d'avancer à visage découvert. On les a beaucoup entendus dire « Ah, ça va être la catastrophe, tous les travailleurs des plateformes vont devenir salariés du jour au lendemain. » Pas du tout, pas du tout. Parce qu'il y a l'article 5, cette présomption, elle est réfragable. Et donc ça veut dire concrètement, on a en tête des plateformes de freelance, des graphistes. Il y a des gens qui sont graphistes qui utilisent des plateformes pour se mettre en relation avec leurs clients. Mais dans ce cas-là, les plateformes, elles font que de la mise en relation. C'est pas du salariat déguisé. Il n'y a pas une utilisation frauduleuse du statut de travailleur indépendant parce que le freelance, une fois qu'il est mis en relation avec le client, c'est lui qui va décider, qui va expliquer, ben voilà, moi je fais ça à 300 €, bon allez dans 350, il va choisir ses tarifs, va choisir comment il bosse. Et dans ce cas-là, donc, avec la présomption qui est réfragable, sans qu'il y ait pour autant de critères dans l'article 4, si la plateforme va dire « Ok, il y a une présomption de salariat, j'y suis soumis, mais moi, je suis en capacité d'amener les preuves que je ne subordonne pas. » Article 5. Donc, et du donc, coup, j'amène les preuves. C'est la plateforme qui va arriver sur le marché français, ou sur le marché européen, en fait, dans ce cas-là, qui va aller voir l'autorité et qui va dire, bon, bah voilà mon business model, et mon business model ne correspond pas à cette présomption de salariat. C'est ça.
Je prouve que l'algorithme n'est pas un algorithme qui subordonne, mais qui fait simplement de la mise en relation. Je prouve que mes clients peuvent choisir, mes travailleurs peuvent choisir leur tarif. Et dans ce cas-là, hop, je vais voir l'autorité administrative et j'ai le tampon pour Et ils doivent continuer de faire ça travailler dans avec tous des les États indépendants. membres ou un seul suffit? C'est dans tous les États membres. En fait, c'est délégué. Alors, on a eu pas mal de débats, notamment un truc qu'on a souvent en commission emploi avec les Nordiques. Au début, on s'était dit, est-ce qu'on crée un statut du travailleur des plateformes européen? En fait, ça aurait pu être ça la directive. Mais en fait, les modèles nordiques est très frileux sur tout ce qui concerne les législations sur le droit du travail, les conditions de Oui, parce travail. qu'ils ont les Il négociations faut pas que ce collectives. soit, Ouais, ouais. voilà, il faut pas que ce soit ni une loi nationale ni une loi européenne. Et donc, on a vraiment veillé là à dire que de toute façon, à partir du moment où on est présumé salarié, on dépend du droit du travail et des règles du salariat de chaque État membre. Et donc, dans la proposition finale du Parlement, il n'y a plus de critères. Donc, dans l'article 4, il y a une présomption de salariat. Mais concrètement, donc il y a par contre des éléments, je veux vous dire, moi, si ça avait été moi qui avait eu la plume, on serait allé plus loin. Mais que dit la directive telle que proposée par le Parlement européen sur la mise en œuvre concrète? Moi, si ça avait tenu qu'à moi, j'aurais dit, dans les 2 ans de transposition de la directive, si les plateformes ne font pas le recours de l'article 5, via l'article 5, de réfuter la présomption de salariat, elles sont obligées de salarier automatiquement tous leurs travailleurs passent salariés. C'est pas ça qui est dit non plus. Donc ce qui est dit, c'est que les plateformes doivent mettre en place une présomption de salariat, l'article 4, sans critères. Par contre, si elles veulent prouver qu'il n'y a pas de lien de subordination et qu'elles travaillent avec des vrais indépendants, article 5, elles la contestent pour avoir l'autorisation. Et pour que la présomption soit mise en œuvre, donc dans l'article 4, comment ça se passe? C'est soit les gouvernements qui doivent mettre en œuvre, les gouvernements des États membres qui mettent en œuvre la présomption de salariat. Bon, mais par exemple, moi, je doute que le gouvernement français, par exemple, qui a été le principal défenseur des intérêts d'Uber dans cette On va en histoire, parler de la mette position en... française un petit peu après. Ouais. Donc, Mais donc, deuxième option, si les gouvernements ne le font pas, les autorités administratives, donc c'est l'inspection du travail chez nous, ça s'appelle autrement ailleurs, doivent mettre en œuvre la présomption de salariat. Et troisième option, troisième scénario qui est un garde-fou en quelque sorte, dans le cas où c'est pas fait, donc ce qui est satisfaisant du coup, ce garde-fou, qui est que, dans ce cas-là, c'est le travailleur ou le syndicat, les syndicats ont la possibilité de faire un recours devant le juge pour dire attention, il n'y a pas la mise en œuvre de la présomption de salariat chez Uber, par exemple, alors qu'elle devrait y être. Ce qui change par rapport à la situation actuelle, c'est que quand le juge prend une décision, ça concerne non pas uniquement le travailleur qui a fait le recours devant le juge, mais ça doit se généraliser dans les 2 mois à tous les travailleurs qui sont sous le même, qui sont sous le même contrat de travail, enfin contrat commercial à transformer en contrat de travail. et enfin, comme vous l'avez dit, donc le Parlement européen, dans son approche, a décidé de supprimer les critères qui étaient définis par la Commission européenne, donc le fait que le travailleur n'est pas libre de choisir son tarif, son équipement, il y a un algorithme, etc., etc. Donc ces critères sont passés à la trappe. Mais du coup, est-ce que ça crée, et c'est l'argument qui a été opposé notamment en session plénière, est-ce que ça crée pas un risque de sécurité juridique dans le sens où bah, il y a cette présomption de salariat. Certes, elle est réfragable, mais en fait, on sait pas trop au final sur quels critères on peut s'appuyer pour contester cette présomption. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de sécurité juridique et du coup, en fait, un effet de balancier inverse où on passerait de facto à beaucoup de travailleurs qui sont vrais ou des plateformes qui sont vraiment des plateformes indépendantes qui deviendraient salariés alors qu'en fait, elles ne le sont pas. Alors ça, c'est un argument qu'on a beaucoup entendu de la bouche des plateformes, mais les critères, en quelque sorte, on les a enlevés de l'article 4, mais on en a remis dans l'article 5. Il n'y a plus de critères de subordination, mais il y a des critères d'indépendance qu'on a repris de la loi américaine AB5, où en gros, dans l'article 5, donc vous verrez, donc il y a une présomption de salariat, mais si on la conteste, là, on a les éléments dans la directive pour apporter les preuves que le travailleur n'est pas soumis à un contrôle, une sanction, une direction de la part de l'algorithme. Donc les critères, ils sont à ce moment-là. Et sur la sécurité, en fait, dans cette histoire, nous, on avait beaucoup de soutien de certaines plateformes, notamment Just Eat, parce que c'est eux qui étaient le plus visibles. Quand on regarde le modèle économique de Just Eat est sur un fonctionnement salarié. Ils salarient les livreurs de repas à domicile. Ils sont en train de mettre la clé sous la porte en France où l'environnement juridique est plus propice au modèle d'utilisation frauduleuse du statut d'indépendant, enfin au modèle Uber et Deliveroo. En Espagne, où il y a
la loi Rider en Espagne, c'est le seul pays de l'Union européenne qui impose aux plateformes de livraison de salarier leurs livreurs. Et ben Just Eat est numéro un. Et donc ils ont besoin d'un level playing field, comme on dit dans le langage européen, de règles du jeu équitables, parce que pour l'instant, ces entreprises subissent la concurrence déloyale d'entreprises c'est normal que sur le marché, quand on n'a pas à payer, quand on fait face à la concurrence d'entreprises qui n'ont pas à payer les cotisations sociales, à assumer le droit du travail, les règles de sécurité, eh ben, c'est normal qu'on est en situation de déséquilibre. Et donc c'est pour ça que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a réussi à avoir une bonne partie de la droite avec nous dans cette histoire et qu'on a réussi à convaincre de façon transpartisane et très large. Parce que quand vous êtes attaché aux valeurs de concurrence, aux règles du marché, ben vous tolérez pas qu'il y en ait certains qui respectent des règles du jeu et d'autres qui les respectent pas. Et donc c'est pour ça que là-dessus, on a réussi à créer un arc de force politique très très large. Et alors vous l'avez évoqué déjà, la France sur ce dossier a une position un peu différente et c'est quelque chose d'assez inhabituel, particulièrement sur ce mandat-là. Elle a une position différente de la Commission européenne. La Commission européenne n'a pas suivi la position française qui était défendue depuis plusieurs années, puisque la France a été contre l'idée d'une requalification, d'une présomption de salariat vis-à-vis de ces travailleurs des plateformes. Elle préfère une espèce de statut intermédiaire. La Commission européenne est allée de son côté. Sans aller vers le côté plus politique, pourquoi la France elle a pris cette position? C'est quoi ses arguments pour dire que voilà, on préfère un troisième statut plutôt qu'une présomption, sachant que quand je dis la France, évidemment, je parle du gouvernement, et que les députés européens de Renaissance, enfin Monde de Renew, n'ont pas nécessairement suivi la position du gouvernement sur ce sujet-là. Hein. Ils ont voté en faveur Oui. de l'approche du Parlement en février. Donc, c'est quoi un peu la justification du gouvernement français pour dire, bah voilà, non, on préfère un troisième statut? Ouais. Les députés Renew français n'ont pas suivi la position du gouvernement et avant ça, Sylvie Brunet donc, était Oui. issue de la liste de la majorité présidentielle et parce que voilà, elle a fait son travail sérieusement et en tout cas, elle a porté un rapport qui n'était pas du tout la position du gouvernement français, alors que même qu'on est à la veille de la présidence française de l'Union européenne. Moi, dans cette histoire, depuis 2019, dès mes premières rencontres avec les lobbies d'Uber et de Deliveroo, j'ai constaté à quel point ils étaient fans, attachés au modèle mis en place par Emmanuel Macron. En fait, à quel point, à chaque fois, Emmanuel Macron était cité en modèle. De quoi on parle concrètement? En fait, on a deux façons de voir les choses, de voir la question de l'utilisation frauduleuse du statut de travailleur indépendant. Soit on dit, eh ben non, soit on est vrai indépendant, soit on est vrai salarié, l'un ou l'autre. Hein. Mais dans ce cas-là, si vous voulez subordonner, vous devez respecter le droit du travail et la protection sociale, vous devez appliquer le statut salarié. Ou soit, donc ce qu'a choisi la France comme chemin, c'est de dire la solution passe par le fait de donner un peu plus de droits, de créer un statut d'indépendant plus, avec, on a le statut d'indépendant, on a le statut de salarié, et entre les deux, les travailleurs de plateforme, pour remédier à la situation dans laquelle ils sont, eh ben, on va leur donner des droits, et notamment le droit de négociation collective. On va créer un dialogue social. Avant la dernière législation en la matière, en décembre 2020, dans le cadre de la loi LOM en France, la loi LOM, on a un article qui a été retoqué, et heureusement, de mon point de vue, par le Conseil constitutionnel, un article qui disait quoi? Qui disait, quand on est travailleur de plateforme, à partir du moment où il y a une charte qui est signée entre le travailleur et la plateforme, cette charte étant rédigée par la plateforme, ça protège les plateformes contre le risque de requalification. Le travailleur n'a pas le droit d'aller voir le juge pour se faire requalifier. Il y a deux façons d'aborder les choses. Soit on se dit il faut sécuriser le travailleur, soit on se dit ah, les plateformes en ont marre de devoir passer à la caisse, elles voudraient continuer de pouvoir travailler avec des indépendants, même si ce ne sont pas de vrais indépendants. Et donc, on va les protéger, elles, et surtout tout faire pour pas qu'il y ait le statut de salarié, de travailleur salarié, avec des faux arguments, de dire notamment que c'était quelque chose qui n'était pas voulu par les travailleurs eux-mêmes, que ça allait casser le business model, que ça allait faire fuir, qu'on allait être la faim au ventre parce que les plateformes allaient partir et qu'on n'aurait plus de pizza et de sushi livrés chez nous. Argument quand on regarde ce qui s'est passé en Espagne qui sont totalement faux. Mais en tout cas, le chemin choisi par la France, c'est celui de dire on touche pas au statut d'indépendant et on lui rajoute quelques droits à ce statut d'indépendant. Pourquoi c'est dangereux pourquoi ça a été choisi et pourquoi c'est dangereux selon moi à la fois pour les indépendants et pour les salariés?
C'est-à-dire que les indépendants qui ont beaucoup soutenu d'ailleurs la présomption de salariat, les vrais indépendants, quand on est vrai indépendant, on tient à son autonomie, on tient à sa liberté d'action, de pouvoir se fixer ses tarifs. On ne veut pas être dans une situation de dépendance sociale notamment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les cotisations sociales euh, sont versées par votre donneur d'ordre, vous êtes dans une situation de dépendance sociale qui est en contradiction avec le statut de travailleur indépendant. C'est pour ça on a beaucoup travaillé avec eux là-dessus. Et où j'en étais? Pourquoi c'est un danger? Ouais. Et donc, pourquoi ça intéressait autant? Vous savez, on a un gouvernement qui pense, idéologiquement, le président de la République pense que le droit du travail, c'est une contrainte et que si on lève, c'est public, on a souvent entendu dire que si on lève les rigidités à l'embauche, le fait qu'il y a trop de droit du travail, c'est trop lourd. En fait, il faut pouvoir prendre on va plus facilement embaucher si on a la sécurité de pouvoir se débarrasser des salariés plus facilement. Le code du travail est trop lourd, il y a trop de pages. Et donc là, de mon point de vue, le président de la République se dit, tiens, par la porte d'entrée du modèle ubérisé, donc de l'utilisation du statut de travailleur indépendant pour des gens qui sont subordonnés, j'ai la possibilité d'avoir un cheval de Troie pour détricoter tout le salariat. Parce que si aujourd'hui on autorise dans le secteur de la livraison de repas et dans le secteur du transport de personnes, le fait pour un employeur d'avoir des gens sous ses ordres, sous sa subordination, sans avoir à assumer la contrepartie du lien de subordination, si c'est légal aujourd'hui pour la livraison de pizza et de sushi, pourquoi demain ça ne le serait pas pour n'importe quelle entreprise? Pourquoi le patron de Carrefour, en gros, il s'embêterait à avoir des salariés avec le code du travail, avec le droit du travail, la protection sociale, les cotisations sociales à payer, s'il a la possibilité d'avoir des auto-entrepreneurs soi-disant indépendants, sachant qu'il aurait la possibilité de les subordonner. Donc, il y a là un cheval de Troie pour détricoter le salariat. Et concrètement, comment ça s'est passé? Donc, on constate Dara Khosrowshahi, patron d'Uber, publie un livre blanc, donc dans le lobbying qui est fait à Bruxelles, au moment où la Commission européenne commence sa consultation. Donc là, on est début 2021. La Commission européenne lance sa consultation pour réfléchir, pour voir ce qu'elle va mettre dans sa proposition Ouais, législative. pour consulter un peu les gens, Voilà, qui c'est pensent ça. quoi, et voilà, c'est leur base de Et travail. donc là, Dara Khosrowshahi publie un truc qui s'appelle le A Better Deal, un livre blanc, et où dedans, il explique qu'il est bien conscient qu'il y a un problème avec les travailleurs des plateformes, que la situation actuelle, elle n'est pas satisfaisante, mais ce qu'il faut, c'est donner un petit peu plus de droits à ces travailleurs, et y compris le droit au dialogue social. Voilà, il va taper à la porte de tous les commissaires avec cette idée. Quelques mois plus tard, 2 mois plus tard même, le gouvernement français dit, eh ben tiens, nous on a trouvé la solution pour le travail des plateformes, c'est de donner quelques droits, y compris le droit au dialogue social pour les travailleurs des plateformes, ce qui a été mis en place donc en France. Et partout, vous avez qu'à suivre, là il y a quelques semaines encore, il y avait une interview du patron d'Uber dans le journal du dimanche, lors du sommet de Davos, il a été interviewé. À chaque fois, il va dans le même sens en expliquant que le modèle à suivre, c'est le modèle français. C'est ça plutôt que la présomption de salariat qui mènerait à la catastrophe selon eux. Donc on a vraiment 2 modèles en fait. Quand on regarde les discussions au Conseil, c'est assez représentatif. Donc dans les États membres de l'Union européenne, on a d'un côté l'Espagne qui dit présomption de salariat hyper en faveur, et c'est pas du tout la catastrophe annoncée. Au contraire, c'est bon pour les travailleurs, c'est bon pour le business et c'est bon pour les travailleurs indépendants. Et on a de l'autre côté le gouvernement français qui dit non, surtout pas la présomption de salariat, en accord avec ce que racontent Uber et les plateformes. Il faut plutôt passer par des solutions qui sont le dialogue social pour les travailleurs indépendants, qui serait la solution magique. Et du coup, bah, effectivement, vous avez parlé du Conseil, donc le Conseil, donc, qui représente les États membres, n'a toujours pas fini de négocier sa position, hein, contrairement au Parlement. Le Parlement, maintenant, est en attente que les États membres prennent une décision, et ensuite, pour pouvoir commencer la négociation et finaliser cette directive. La présidence suédoise a présenté cette semaine, ou la semaine dernière, si je ne me trompe pas, des propositions pour essayer de débloquer la situation. Est-ce que ces propositions suédoises vont dans le bon sens, ou est-ce qu'on va rester dans une situation de blocage quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, on reste dans une situation de blocage malgré ce que les Suédois proposent?
Bah, déjà, il faut espérer, je pense que tout le monde est conscient qu'il faut absolument qu'une position soit trouvée par le Conseil au mois de juin. Donc au mois de juin, il y a la prochaine réunion des ministres du Travail européens, la réunion, le Conseil EPSCO, parce que sinon, on risque de ne pas avoir de directive avant la fin de la Tout à fait. mandature. Donc ce serait un problème. Après, donc, au niveau du Conseil, les débats sont pas du tout, sont à 10 000 de ce que nous, on a pu avoir au Parlement européen. En gros, les débats au Parlement européen, on a en quelque sorte, pour résumer, la Commission européenne a fait une base. Le Parlement européen l'a améliorée. De mon point de vue, les plateformes vous diraient l'inverse. Hein. Mmh. Donc, le Conseil, les discussions sont vraiment, en fait, si ça pouvait être au niveau de la Commission européenne, pour nous, ce serait très bien, parce qu'on sait que là, on est très inquiet de voir la teneur des échanges au sein du Conseil. Donc d'abord, donc là, on est sous présidence suédoise. Peut-être rappeler à ceux qui nous écoutent que tous les 6 mois, au niveau du Conseil, donc qui représente les gouvernements et les États, les chefs d'État, c'est les États, les représentants des États, Parlement, 700 députés élus au suffrage universel, et Conseil, donc les États. Et donc, tous les 6 mois, il y a la présidence qui change. Ça change, c'est un État différent qui prend la présidence. La France, donc, avait eu la présidence le premier semestre de 2022. Pendant ce semestre-là, du coup, la Commission européenne venait de présenter sa proposition de directive sur la présomption de salariat. Ça embêtait un petit peu la France, donc on n'a pas du tout avancé sur la question. Hein, on a avancé sur des sujets un peu annexes, le management algorithmique, mais pas sur le cœur du sujet. Ensuite, on a eu les Tchèques de juillet à décembre 2022. C'était très inquiétant de mon point de vue. Il y a un accord qui devait être trouvé. Les Tchèques s'étaient mis comme objectif d'avoir un accord au mois de décembre. Et heureusement que l'accord n'a pas été trouvé grâce à la levée de bouclier de 7 États membres, dont l'Espagne notamment, la Slovénie, la Belgique, plusieurs États qui progressistes, en fait, qui allaient plutôt dans le sens du Parlement. Et là, maintenant, donc, les Suédois ne sont pas des alliés non plus. Pour vous dire, en fait, on parlait des critères tout à l'heure. Je vous disais, le Parlement européen, la Commission européenne avait dit qu'il faut 2 critères de subordination pour que la présomption soit appliquée. Le Parlement dit 0. Le Conseil dit 3, si je me souviens bien. Le Conseil dit 3, voire 4 dans un certain... Le Conseil dit 3 critères, voire 4 dans certains cas, s'il y en a 2 qui se cumulent, donc il en faut un autre. En plus, si jamais ces critères sont remplis, mais ils sont remplis parce que c'est le dialogue social en France en France ou dans un État, c'est le dialogue social qui le demande, ou la loi dans un État. Dans ce cas-là, il ne s'est pas compté comme des critères cochés. Et en plus, dans la dernière proposition, donc qui est vraiment la catastrophe, s'il y a un effet suspensif, ce qu'on appelle l'effet suspensif, c'est-à-dire que quand une plateforme conteste la présomption, article 5, le temps qu'il y ait une réponse, elle peut continuer. C'est un effet suspensif de la présomption, c'est-à-dire que la présomption de salariat ne s'applique pas. Ouais. Donc il suffit pour n'importe quelle plateforme, elle est juste envoyer un courrier au juge et c'est suspendu. Donc c'est vraiment, vraiment pas bon. En même temps, ce qui est positif, parce que moi dans cette histoire, comme je dis, les planètes sont alignées depuis le début et j'ai bon espoir qu'on atterrisse sur une directive ambitieuse. C'est que ce qui est de bon augure, c'est que qui est-ce qui prend la présidence du Conseil en juillet? La présidence qui tourne tous les 6 mois, c'est l'Espagne. Et donc, même si le mandat de négociation ne sera pas terrible, ce n'est qu'un mandat de négociation. Le Parlement a le sien, super ambitieux. Le Conseil va avoir le sien, on espère qu'il ne va pas être trop pourri, en fait. Mais après, on démarre sous présidence espagnole. Donc on aura une présidence qui, voilà, il y aura une présidence qui sera qui va pas bloquer, plutôt, qui aura une chercher volonté de tous trouver les un accord. parents. Ouais, voilà, Oui, qui cherchera à trouver un accord. Ok, qui freinera pas, qui stoppera pas le Parlement. Enfin, dans les cadres des trilogues, ça dépend, ça met une ambiance la présidence, quoi. Donc quand vous pouvez avoir une présidence qui est en votre faveur, forcément, même s'il y a un mandat, forcément ça aide. Avec un objectif, donc une directive adoptée d'ici la fin de l'année. Et d'ici là, les travailleurs vont continuer, en plus de se mobiliser, de faire entendre leur voix aussi. On sait que jusqu'au dernier moment, les plateformes ont des alliés, et, elles ont de forts alliés à Bruxelles, hein, évidemment, les lobbies des plateformes. On a vu qu'aux États-Unis, elles ont été prêtes à mettre 200 millions de dollars pour annuler une loi qui leur imposait de salarier les chauffeurs VTC en Californie, la loi AB5, pour détricoter une loi. Donc elles sont prêtes à mettre des millions de dollars, d'euros en Europe. Mais en tout cas, face à ça, il y a aussi un lobby qui n'a pas les millions d'euros, mais qui a montré qu'il pouvait être autant puissant et autant influent. C'est quand tous ces travailleurs coordonnés à l'échelle de l'Europe arrivent à peser dans le rapport de force.
Alors, puisqu'on parle de lobbying, il y a un monsieur qui s'est un peu invité dans le débat. Ce monsieur, c'est Mark McGann, qui est l'ancien lobbyiste en chef de Uber, et qui est devenu lanceur d'alerte, entre guillemets, et qui a lancé ce qui a été appelé ensuite les Uber Files, où il a révélé un certain nombre de techniques de lobbying de Uber, qui étaient, sans nécessairement être illégales, étaient très borderline, et en tout cas montraient au minimum un accès direct aux plus hauts échelons du pouvoir, notamment en France. Euh, Est-ce que donc ce monsieur McGahn, il a été auditionné au Parlement européen pour qu'il explique bah, ok, il y avait quoi dans ces Uber Files et etc. Est-ce que bah, ce que McGahn a révélé et les Uber Files, ça a eu un impact sur le dossier en lui-même? Parce que quand il révèle ça, on est juillet 2021, donc Oui, on est encore assez tôt dans le process. Est-ce que ça... Et je crois qu'il est auditionné en septembre 2021 oui, septembre-octobre, ouais. Ouais, donc ouais. Octobre, fin 2021, donc est-ce que ça a un impact sur les négociations, ouais. le fait qu'ils interviennent et qu'ils disent bon bah voilà ce que Uber faisait? Franchement, c'est bien tombé. Quand les Uber Files arrivent, qu'on est en juillet 2021. 2022, 20... Attendez, attendez, j'ai 22, l'article du Guardian à côté. Donnez-moi une seconde, je vous donne la date de l'article il me du semble que Guardian. 22. Je parie sur 22, mais Non, vous vérifiez. avez raison, 2022, c'est moi qui dis n'importe quoi. Ouais. C'est moi qui dis n'importe quoi. Et donc là, à ce moment-là, donc on en est où? On en est justement, on va démarrer au Parlement européen les négociations, on va tous se remettre autour de la table sur la base de la proposition de qu'a faite la Commission européenne. On a déjà commencé une ou deux réunions, on va rentrer dans le dur du sujet. Et donc les lobbies, ils ont toujours une activité hyper intense à Bruxelles. Normal. Et là, particulièrement sur ce sujet, ils commencent pas mal à se réveiller. Ils sont très réveillés à coups de mails, d'événements organisés au Voilà, ils font Parlement. leur boulot. Ils Ils passent, font leur boulot. ils font leur boulot. Oui, oui, oui. Ils vont taper à la porte de députés, d'autres députés quand les députés qui sont censés représenter le groupe politique qui est censé être leur ami ne convient pas. Enfin, et quand des révélations Uber Files arrivent, moi, notamment tout le volet sur le rôle de Emmanuel Macron comme relais des intérêts d'Uber et rôle de VRP et porte-parole des intérêts d'Uber, franchement, c'est pas une surprise, ça confirme ce à quoi j'assiste depuis 3 ans, à savoir la manière dont le gouvernement français essaie de torpiller une directive pour la présomption de salariat des travailleurs des plateformes. Donc c'est pas une surprise. Par contre, du coup, ça nous aide dans le sens où là, je me rappelle, on est en commission emploi. On est avec Nicolas Schmitt à ce moment-là, au mois de juillet, euh, où on discute de la proposition de la commission. Et là, ça nous permet de dire, bon là maintenant, en fait, faut se rappeler pour qui on bosse ici au Parlement, en commission emploi. Et puis de manière générale, quand on est député européen. Est-ce on représente, et là on est avant le Qatar Gate, mais est-ce qu'on est là pour représenter des groupes privés, des groupes d'intérêt privés, ou est-ce qu'on est là pour représenter, et surtout quand on est en commission emploi, les travailleurs, sur une directive qui est pour les droits des travailleurs des plateformes, qui on doit écouter? Et attention, en fait, maintenant, quand il y a des députés qui font, je ne citerai pas le nom, mais les perroquets d'Uber, hein, qui lisent carrément comme ça des feuilles, on sait très bien, enfin, c'est du copier-coller de ce que Uber leur a écrit, ou alors à citer des études, les deux études du Copenhagen, enfin les deux études qui ont été citées en permanence dans tout le débat, des études payées par Uber, en disant attention, on a un devoir d'exemplarité, là, maintenant que les Uber Files, pour montrer que non, on ne travaille pas sous influence. Et que notre travail, là, dans les réunions de négociation, il est déconnecté de l'intérêt des plateformes, en l'occurrence de l'intérêt d'Uber. Donc du coup, moi, il me semble que ça a eu un effet assez bénéfique. Ensuite, donc Mark McGann, évidemment, tout le monde n'était pas pour inviter Mark McGann. Hein. Ça n'a pas été forcément une évidence pour tous. Donc finalement, on l'a auditionné. Et du coup, je pense que ça a fait monter notre détermination à dire on va travailler sans l'influence d'Uber, sans l'influence des lobbies, et vraiment pour l'intérêt des travailleurs, pour l'intérêt général, en fait, en quelque sorte. Et je pense que ça nous a aidés. Mais au-delà, enfin clairement, donc ces révélations ont créé on va dire un mouvement politique. Elles ont créé un Le momentum climat, politique. ouais. Hein, elles ont créé un Ouais. momentum politique qui était favorable, on va dire, à la directive. Mais quand vous dites voilà, ça nous permet de travailler sans l'influence des lobbies, mais on peut dire aussi oui, mais Uber est un acteur légitime dans le débat. Je veux dire, il est affecté par ça. Donc, c'est pas illégitime en tant que tel que Uber et d'autres plateformes. Hein, je veux dire, on parle Uber parce que c'est la plus emblématique, mais que ces plateformes et une voix au chapitre, entre guillemets. Après, on est d'accord, pas C'est d'accord pas, avec elle, mais c'est pas illégitime qu'elle ait une voix au chapitre. Le problème, c'est quand ça se fait dans l'opacité.
quand ça se fait de façon cachée. Il n'y a pas eu de corruption, il n'y a pas eu de mallette de billets. J'irai pas, enfin, voilà, j'irai pas porter ce genre d'accusation et j'ai pas eu écho de tout ça. Et tout comme je disais tout à l'heure, quand je parle du rôle d'Emmanuel Macron, j'ai jamais, j'irais dire qu'il a été payé par Uber. Je pense que c'est une cohérence idéologique en fait. Il est Oui. en phase idéologiquement par rapport à ses dessins pour le monde du travail et l'économie. Mais à ce moment-là, donc, il faut savoir qu'au début, moi, quand je rencontre les lobbyistes d'Uber et Deliveroo en 2019, ils s'appellent chargés des affaires publiques, Uber et Deliveroo. Petit à petit, il y a des phonés qui apparaissent, donc MoveU, EU Tech Alliance, où les associations se regroupent. Il y a des rendez-vous, des événements organisés dans le Parlement européen, où vous avez littéralement des faux travailleurs, en fait, quoi. Il n'y a soit pas un travailleur qui est invité, on parlait quand même d'un sujet qui porte sur les conditions de travail, soit des travailleurs qui vont expliquer que tout est super chez Uber, qu'ils gagnent des milliers et des cents et que il y a rien. Enfin, ils vont porter exactement le narratif des plateformes sans que ce soit dit. Ce sont des études qui sont citées, donc encore une fois, qui sont des études qui sont payées par Uber. Donc le problème, c'est quand c'est pas dit en fait. Et en contrepartie de ça, je vous dis en parallèle, et selon moi, ça a été, je le répète, ça a été un facteur déterminant dans ce chantier législatif, c'est il y a un contre-lobbying qui se construit. Il y a le lobbying des travailleurs qui se disent voilà, tiens, nous aussi, on va aussi faire des réunions dans le Parlement européen, puis parler d'une même voix, arrêter de parler chacun notre langue et puis voilà, s'exprimer d'une voix commune. Sauf que la différence, c'est qu'il y en a un qui se fait en cachette et l'autre qui se fait publiquement. Je me rappelle de cette réunion à Strasbourg, on était à Strasbourg, Oui. juste une heure avant une réunion de négociation, un événement organisé dans le Parlement européen, ont le malheur de s'inviter deux travailleurs, une livreuse Deliveroo de Strasbourg, de Mulhouse, et un VTC de Roubaix. Et ils se sont fait insulter par notamment une députée suédoise qui d'ailleurs en a remis une couche ensuite sur les réseaux sociaux. Finalement, je pense que ça nous a aidé au final parce que c'était assez caricatural. D'expliquer que c'était un activiste ignorant et comment ça, quelle honte d'avoir un travailleur Oui, c'est cette fameuse dans cette vidéo où vous réunion. rentrez, vous allez, enfin, je me souviens Ignorant à l'époque, activiste. vous allez dans cette réunion qui est organisée à Strasbourg. Enfin, il me semble, Ça, j'ai c'était une souvenir du. autre. Il y en a C'était une deux. Il autre. y en a Ok, deux. d'accord. Là, vous parlez d'une à Bruxelles et puis il y en a une autre où à un moment donné, il y en a une où je m'invite. Après, bon, au début, je recevais les mails. Après, j'étais plus dans leur mailing list. Mais il y en a une à Bruxelles où je m'invite là. Enfin voilà, pareil, c'est un peu caché, mais bon, enfin voilà, pas d'incident en particulier, mais une autre à Strasbourg où c'est les travailleurs donc qui s'invitent Ouais, et mais là, je ça, pense que c'est c'est. là que j'ai vu effectivement Ouais, où il y a d'accord, cet ok. échange un peu tendu entre Oui, voilà. avec Ça la reste que dalle. députée, voilà, qui dit mais envoyez un mail et après ça commence à s'envenimer Oui, un voilà, petit c'est peu. ça. Ignorante activiste. Elle a traité Alors ça, ensuite même sur je me les. souviens plus Voilà. les noms d'oiseaux qui se balancent, mais oui, je me souviens de cette vidéo. Après, enfin, là, je parle plus de la technique de lobbying, hein, mais est-ce que c'est vraiment du lobbying caché? Parce que c'est un événement qui est au Parlement européen. Il y a pas de, enfin, je veux dire, c'est pas des sous-tables, c'est pas un truc qui se fait en secret dans un coin. Ils organisent un événement entre eux avec des députés. Donc, est-ce que c'est vraiment. Avec des députés qui participent aux négociations, qui sont chargés des négociations. Et après, en même temps, le problème, c'est que c'est le manque de transparence. C'est pas que ce soit interdit, c'est que déjà, ce soit déséquilibré. C'est-à-dire que pourquoi ces lobbyistes, voilà, ont le droit de rentrer. Bon, là, on est sur un problème, la question plus large du lobbying. Hmm. Hein, mais le droit de rentrer comme dans un moulin dans le Parlement, alors que les représentants, eux, des associations de VTC, ça va pas être, Bah, ça pourquoi va ils ont. pas être le Enfin, cas. là-dessus, je vois pas. Enfin, bon, toute transparence, je suis lobbyiste hein, dans le privé. Par- Donc voilà, je connais un peu le truc, mais en quoi ils auraient moins accès Enfin, il y a la question de l'accès aux députés, mais ils n'ont pas moins accès au Parlement. Je veux dire, s'ils ont un badge de lobbyiste, après ça dépend s'ils sont enregistrés comme lobbyistes ou pas, mais. C'est ça, voilà, il faut être enregistré, exactement. C'est pour ça que nous, par exemple, on a fait un travail souvent les incitant à s'enregistrer en tant que D'accord, groupe ok. d'intérêt. Après, par exemple, moi, je suis par ailleurs membre de la commission des affaires constitutionnelles et on a eu un débat qui a ressurgi notamment à l'occasion des événements malheureux du Bien sûr, du Qatargate Kadagay, oui. sur le registre de transparence. C'est-à-dire que et l'obligation pour les députés de déclarer leur rencontre. Ouais. Si avec ça. Moi, chaque lundi, je publie mon agenda public où j'explique qui je vais rencontrer. Mm. Et effectivement, les gens pourront se rendre compte que dans tout mon travail sur la directive, j'ai rencontré plus de syndicats, de représentants travailleurs que de plateformes. Bon. C'est un choix politique que vous assumez. Voilà. C'est un choix politique, voilà, que j'assume. Le problème, c'est que il devrait y avoir l'obligation pour les députés
d'inscrire dans ce registre leurs rencontres avec les groupes d'intérêt. Aujourd'hui, c'est obligatoire uniquement pour les présidents de commission et pour les Pour les rapporteurs. rapporteurs, mais c'est pas fait parce qu'il n'y a pas de sanction si vous le faites pas. Et ça devrait être obligatoire tout simplement pour expliquer comment, à la lumière de quelles rencontres ont été prises des décisions. Des décisions qui ensuite vont avoir un impact sur l'ensemble des Européens. C'est ça qui n'est pas anodin en fait, quoi. C'est savoir que là, si on fait... Voilà. Ok, non, ça fait sens. Ça fait sens. Je regarde ma liste de questions et je regarde le temps. On a encore quelques minutes. Une dernière question. Donc vous l'avez dit, voilà, vous au Parlement européen, les étoiles ont été un petit peu, les planètes ont été un peu alignées. Vous êtes relativement satisfait du résultat qui est sorti du Parlement européen, même si vous auriez aimé aller un peu plus loin, etc., etc. Vous avez réussi à réunir une majorité, enfin pas vous personnellement, la rapporteure socialiste, si je m'abuse. Oui, qui a pris le relais de Sylvie Brunet, oui, Elisabeth Agalmini. Voilà, qui a réussi à, socialiste italienne qui a réussi à trouver une coalition un petit peu à sa droite avec Renew et aussi à sa gauche. Malgré tout, est-ce qu'il y avait des sujets sur lesquels, même au sein de cette coalition qui soutenait cette directive, il y avait des points de tension, c'est-à-dire des sujets sur lesquels, vous, les Chaibi, vous n'étiez pas du tout d'accord avec, ou pas du tout, en tout cas, vous n'étiez pas d'accord avec l'approche que Mme Galmini a pris. Et après, au final, vous avez fait un compromis, vous avez dit, très bien, je peux vivre avec ça, même si je préférais aller ailleurs. Mais est-ce qu'il y a même dans ce que je veux dire, c'est même dans une même coalition de gens qui veulent pousser dans le même sens, est-ce qu'il y avait des points de divergence? Ah oui, mais ça a été les négociations. Je crois que moi, donc je suis là au Parlement depuis 2019, mais évidemment, je travaille avec les conseillers politiques qui eux sont là depuis des années et des années. Et les négociations ont été très très compliquées. Hein. C'est pas non plus les planètes ont été alignées, mais lors des réunions de négociations, ça a été très très tendu. Il y en a eu beaucoup. Et des dires de certains qui connaissent donc, le Parlement depuis plus longtemps que moi, ils n'avaient jamais vu ça. Ça en est venu même. C'était très 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 tendu. Surtout avec le groupe Renew. Hein, en fait, la représentante, là, personne chargée de négociation, donc on était plus sur Sylvie Brunet, mais sur une autre députée, et c'était très 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 compliqué. Moi, à un moment donné, j'ai failli aussi quitter la table de négociation, hein, parce qu'en fait, sur cette question-là, on peut pas avoir un entre-deux, en fait. C'est-à-dire que on a une directive qui protège les plateformes contre le risque de requalification, en gros, soit une directive qui légitime et qui légalise ce que font actuellement, enfin le problème de l'utilisation frauduleuse du statut de travailleur indépendant, soit on a une directive qui protège les travailleurs. Mais en gros, il fallait choisir son camp, quoi. En gros, c'est ça. Parce que si demain vous avez une directive qui dit il faut 6 critères pour que la présomption soit appliquée, ça va être contre-productif. Parce que les juges, quand ils vont être sollicités, c'est pas satisfaisant qu'on se base uniquement sur le fait que les juges soient sollicités. Mais quand ils vont être sollicités, ils vont en temps normal requalifier. À partir du moment où il y a la directive adoptée qui dit qu'il faut 6 critères pour être considéré salarié, ils vont dire oh ben non, en fait là moi je vous aurais bien requalifié, mais la directive européenne me dit que non, en fait vous n'êtes pas soumis, vous n'êtes pas salarié parce que vous remplissez pas 6 critères, vous en remplissez que 3. Donc ce serait vraiment contre-productif là. Et donc la rapporteure finalement n'a rien lâché parce qu'à un moment donné on peut aussi nous se dire tiens en fait ça va plus facile pour elle de faire sa majorité, on est plus petit, moi je suis le plus petit groupe, ça va être plus facile pour elle de faire la majorité sur sa droite, sur le sujet, mais du coup de lâcher des lignes rouges qui sont pour nous des éléments qui relèvent des lignes rouges, et pour autant elle l'a pas fait, elle n'a rien lâché, ça a été... on a eu la chance d'avoir quelqu'un au PPE, un négociateur qui justement a fait son travail en fonction de l'intérêt des travailleurs et de l'intérêt général et qui n'a pas cédé aux sirènes des lobbies. Quelqu'un de progressiste, hein, de mon point de vue. Après, sur les sujets, sur les points, par exemple, les points d'achoppement, les points sur lesquels on l'a lâché, par exemple. Il a fallu lâcher des choses, évidemment, quoi, parce qu'il n'y a pas... Donc, on a sauvegardé l'essentiel, donc le fait de ne pas avoir de critères surtout. Au prix de quoi? Au prix de la partie sur le management algorithmique, qui est la deuxième partie importante de la directive. Là, on n'en a pas parlé, mais c'est qu'en fait, l'algorithme, c'est un peu le règlement intérieur du 21e siècle, le contremaître du 21e siècle, en fait. Et derrière les algorithmes, il y a des humains qui prennent des décisions, en fait. Et donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous faire virer, aujourd'hui c'est le cas, vous vous faites virer par le biais d'un algorithme. Et donc, dans la directive, il y a tout un volet sur les algorithmes qui vise à faire rentrer du droit du travail dans le management algorithmique. Et ça qui s'inscrit dans la lignée de tous les textes qui sont sur l'intelligence artificielle
et autour de ces sujets-là. Et donc, au départ, la rapporteure souhaitait que tout ce qui concerne le management algorithmique concerne non pas seulement les travailleurs de plateforme, mais tous les travailleurs qui, dans leur vie professionnelle, sont soumis à un algorithme. Donc, elle avait élargi Le champ d'application, ouais. le champ d'application. Ça, c'est quelque chose qu'on a dû enlever justement parce que sans ça, on n'aurait pas eu avec nous le groupe de PPE et Renew. Un autre élément qu'on a aussi, par exemple, comme je vous disais dans l'article 4, donc l'article 4, moi, si ça tenait qu'à moi, il y aurait eu une présomption qui soit plus automatique. Au bout de l'adoption de la directive, automatique. Là, non, on a différents scénarios. Dans l'article 5, on a, comme je vous disais, des critères d'indépendance qui ont été établis, et vous remarquerez qu'au tout début de l'article 5, donc il y a soit les critères d'indépendance, soit les législations nationales en matière d'indépendance, qui est pour nous pas problématique en France, mais pour d'autres pays, par contre, qui peut l'être un peu plus. Donc voilà, globalement, il y a eu d'autres petits éléments à la marge, mais pour moi, de mon point de vue, C'est les deux sont les gros principaux, sujets sur lesquels il y a dû avoir des compromis. Ok, écoutez, on est à 20h30, on est pile poil dans les temps. Ce que je vais vous demander avant de partir, c'est faire une micro-conclusion, dans le sens, voilà, si les gens doivent retenir quelque chose de cette directive sur les travailleurs des plateformes, ça serait quoi pour vous le résumé des enjeux? Je pense qu'il y a deux choses à retenir. D'abord, que l'Union européenne peut améliorer la vie des gens, peut améliorer les droits sociaux. Et c'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Et il y a des élections européennes dans un an, et là c'est la preuve que on peut améliorer la vie des gens via l'Union européenne. La deuxième chose sur cette directive, c'est que ça ne concerne pas que les travailleurs des plateformes eux-mêmes. Ça concerne d'abord et avant tout les livreurs de repas à domicile, les travailleurs de chez Uber. Mais au-delà de ça, il y a un enjeu qui concerne tout le salariat. Il y a un enjeu finalement qui concerne tout le monde du travail, qui est la question de, à partir du moment où on est soumis à une subordination, on a droit au droit du travail, et à partir du moment où on est indépendant, personne ne doit nous imposer comment on choisit nos tarifs. Et donc, au-delà de l'enjeu des travailleurs des plateformes eux-mêmes, et c'est bien pour ça qu'il y a autant de mouvements, de passion qui est mis dans cette affaire, c'est qu'on est sur un enjeu qui vise à dire qu'on respecte le statut d'indépendance, on respecte le statut de salarié, mais c'est pas possible d'avoir un cheval de Troie pour détricoter l'un et l'autre par le biais de ce qu'on appelle donc ce modèle de ubérisation. Eh ben écoutez, c'est très clair. Merci beaucoup, Léa Chabi, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir. Chat, soyez sûr de la remercier pour son temps. Vous pouvez la suivre sur Twitter. Vous voyez, il y a son ad juste sous le lien vidéo. Restez avec nous, on va faire le petit débrief. Mme Chabi, je vous remercie à nouveau. Je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que vous avez apprécié votre expérience. Je ne sais pas si c'est la première fois sur Twitch, en ce qui vous concerne, mais... C'est la première fois, ouais, c'est la première fois. Merci beaucoup pour cette première expérience. Eh ben écoutez, c'est très bien. C'est très bien, content que ça vous ait plu. Peut-être une prochaine fois. Avec plaisir. Ouais. Eh ben écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Alors, chat, tac. Je quitte Zoom. En attendant, dites-moi ce que vous en avez pensé, etc., etc. Et je suis tout à vous dans une seconde. Hop, boum. Tout est bien. J'ai tout retiré. On est pépouze entre nous. Donc, qu'est-ce qu'on en a pensé de cette interview de ce soir sur cette directive? Alors, j'espère que vous n'avez pas été trop paumé. J'avoue que moi, j'ai laissé un peu le juriste en moi agir, parce qu'on a parlé par mail d'art, ok, article 4, article 5, etc. Donc moi j'arrivais à suivre parce que j'avais un peu lu le texte avant, etc. Donc j'espère qu'on vous a pas trop paumé dans les conversations. Je pense qu'on est resté relativement simple et on pourra réexpliquer les choses maintenant, mais c'était intéressant parce que moi j'avoue, voilà, cette directive sur les travailleurs des plateformes, c'est un sujet donc on entend parler quand même depuis pas mal de temps, hein, même si la directive a été proposée en 2021, comme Mme Chabi l'a dit, la discussion commençait avant, hein, dès 2019, c'est annoncé par la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, donc c'est tout un process, on va en discuter parce que c'est assez intéressant ce qu'elle expliquait sur l'influence parlementaire avant la publication de la proposition. Mais voilà, c'est un sujet qu'on entend régulièrement. Politiquement, on savait que c'était des sujets qui étaient un peu durs. Il y a des gros enjeux économiques derrière. Attendez, je vais vous montrer un truc.
Parce que je faisais quand je faisais mon boulot de recherche, j'ai vu un truc plutôt pas mal. Merde, je fais des conneries. Ne paniquez pas. Je ne panique pas, c'est vous qui paniquez. Ah, voilà, très bien. Je faisais mes recherches et faut dire que le conseil, j'allais sur le site du conseil pour regarder un peu c'est quoi leur position sur cette directive. Et faut dire, le conseil fait souvent je trouve, des bonnes pages d'informations sur les législations européennes. C'est assez bien foutu, c'est des bons résumés, ils ont des infographies et tout. Donc, pour le coup, j'avoue que j'aime bien, moi, ce qu'ils font au conseil sur ces trucs-là. Donc vous voyez que toi, là, en 2016, l'économie des plateformes, donc les Uber, etc., c'est 3 milliards d'euros. En 2020, c'est 14. Et aujourd'hui, en 2023, on est probablement à 20 milliards, etc. Donc on est sur des très grosses sommes d'argent, on est sur des gros intérêts économiques. Comme on l'a dit, hein, c'est pas des des petits nombres de travailleurs, hein. Aujourd'hui, on a 28 millions de personnes, on estime à 43 millions d'ici 2025. Donc il y a des gros enjeux autour, et évidemment, bah, c'est ce qui crée des tensions politiques, bien évidemment, dans tout ça. Et c'est vrai que... alors attendez, je me remets juste dans... Hop, ici, on pourra aller regarder derrière les documents si vous en avez envie. C'est vrai, elle disait, voilà, elle a commencé à intervenir, voilà, rappelez-vous, pendant le Covid, il y avait tous les livreurs Deliveroo qui étaient dans la rue pour faire leur boulot pendant que nous, on était confinés. Et c'est vrai que moi je m'en souviens, j'étais à Bruxelles, je suis toujours à Bruxelles, et pendant le confinement, le dites pas à la police, encore qu'il y a peut-être... à ce stade, peut-être que je pourrais plus me faire attaquer, mais j'ai un peu cassé les règles à l'époque parce que voilà, on était censé être en confinement strict et tout, rester chez nous et tout. Simplement, bon bah voilà, moi j'habitais à 5 minutes du bureau, donc du coup moi je me dis bon, plutôt que rester H24 dans mon appartement, je préfère marcher 5 minutes et aller au bureau, et je vais être tout seul au bureau, je pourrais bosser et ça me fait une séparation entre le boulot et le soir quand je suis chez moi. Et je trouvais ça assez frappant, même quand après j'allais faire mes courses dans la journée et tout, comme tout le monde, je trouvais ça assez frappant dans les rues de Bruxelles, c'était vide, et vraiment, au premier confinement, hein, donc vraiment le début, tout était vide, et dans la rue il y avait que, il y avait moi et les livreurs Uber Eats, les livreurs Deliveroo, etc. Et j'avoue que ça m'a un peu interpellé en me disant, ouais, voilà, on dit, voilà, faut le confinement, etc., soyez responsables, etc. Mais à côté, voilà, on est tous en train de commander, enfin tous, on est en train de commander nos sushis, etc., etc. Et c'est des gens qui sont pas un peu précaires, qui se retrouvent à être en première ligne et potentiellement à se retrouver à choper le Covid parce qu'on a envie de se bouffer une pizza ou des sushis. Donc je trouvais ça un petit peu abusé en ce qui me concerne. C'est une des raisons pour lesquelles moi je suis pas un très gros utilisateur de Uber Eats, etc., parce que bon, je trouve que on va dire que d'un point de vue éthique, il y a 2-3 questions qui peuvent se poser. Mais c'est vrai que le Covid a effectivement été un gros révélateur de ce rôle qu'occupaient les travailleurs des plateformes et quelque part de leur précarité et de leur situation un peu leur condition de travail un peu difficile. Et donc elle disait, voilà, en plus, donc voilà, le principe de ces plateformes, c'est, encore une fois, vous prenez Uber, vous prenez Deliveroo, et vous prenez, elle donnait un autre exemple qui est des plateformes de graphistes. Vous avez des graphistes qui proposent leur service. Et le principe de base de ces plateformes, c'est, bah voilà, la plateforme est ce qu'on appelle un intermédiaire. Elle dit, voilà, je crée ma plateforme et je vais permettre à des gens indépendants, des professionnels, donc un livreur, un chauffeur, un graphiste, de rencontrer leur clientèle. Vous, moi, votre voisin, n'importe qui. En fonction de ce qu'ils ont besoin de se faire livrer un truc, ils ont besoin d'aller à la gare, ils ont besoin de faire un logo pour leur stream. Et donc ces personnes, qui sont les professionnels, sont indépendantes. Elles sont à leur compte. Ce qui veut dire que voilà, elles ne sont pas les salariés de la plateforme, donc ça veut dire que en théorie, elles sont indépendantes, elles sont censées déterminer leurs propres revenus, etc., etc. Et ça veut dire que du coup, comme elles sont indépendantes, ils ne bénéficient pas d'un certain nombre de protections du droit du travail dû au salarié. C'est-à-dire que voilà, c'est bien connu, si vous êtes indépendant, vous êtes malade, c'est pour votre pomme, hein, parce que vous êtes votre propre patron, vous n'avez pas de salarié, vous n'avez pas de congé payé, etc. Donc si vous bossez pas, c'est pour votre pomme. Mais en contrepartie, vous êtes indépendant, vous faites ce que vous voulez. Et donc voilà, le principe de ces plateformes, c'est voilà, on met en contact des indépendants avec des clients. Et le problème, c'est que voilà, dans un certain nombre de cas, pas tous, hein, encore une fois, hein,
hop, je vais repasser sur ma petite page là. Sur ces 28 millions de personnes dans l'UE qui travaillent, qui sont travailleurs de plateforme, donc c'est ces professionnels qui passent par des plateformes pour trouver des clients. Est-ce qu'il y a le chiffre là quelque part? Voilà. On estime que sur ces 28 millions, il y en a 5,5, donc on va dire grosso merdo un cinquième, qui en réalité ne sont pas des indépendants, ou ne correspondraient pas en réalité à un statut d'indépendant. Ça correspondrait davantage à un statut sérieux. Donc c'est-à-dire que la majorité, pour reprendre l'exemple qu'elle donnait, les plateformes de graphistes, le graphiste est effectivement un indépendant. C'est pas un salarié déguisé de la plateforme. En revanche, vous prenez un chauffeur Uber, vous prenez un livreur Uber Eats ou Deliveroo, là par contre, c'est un peu plus touchy et expliquer que quand il y a des décisions judiciaires qui sont prises, dans la plupart des cas, il y a ce qu'on appelle une requalification, c'est-à-dire que le juge va dire non, en fait, dans votre cas, vous n'êtes pas en fait un indépendant, vous êtes un salarié de la plateforme, et donc la plateforme doit passer la caisse et doit payer les arriérés en termes de protection sociale, etc., etc. Donc toute la question, c'est l'abus du statut d'indépendant, c'est-à-dire ces plateformes qui, sous couvert de dire j'ai des indépendants, en réalité, ont des faux indépendants et en fait des salariés sans les désavantages, les désavantages, c'est-à-dire sans avoir à payer de cotisation sociale, sans avoir à s'emmerder avec le salaire minimum, etc., etc. Donc c'est un peu tout bénef pour eux. Et donc l'enjeu des discussions autour de ça, c'est ok, comment est-ce qu'on empêche cet abus du système de travailleurs indépendants. Alors juste une seconde, j'ai un éternuement, je suis en lutte contre un éternuement. Ok, ça va passer, on ne panique pas. On ne panique pas, je vais essayer de conserver ma dignité en stream. Donc voilà un peu l'enjeu global du texte. Alors la Commission européenne, elle arrive en 2021, fin 2021, décembre 2021, avec sa proposition législative. Donc, ouais, mais voilà, on va en reparler après, il dit voilà, dans quelles conditions on pourrait requalifier ces gens en salariés ou non. Et c'est là où elle dit oui, mais attention, cette proposition de la commission, elle n'arrive pas de nulle part. C'est pas juste la commission en novembre 2021, Van der Leyen autour de la machine à café dit à Nicolas Schmitt, oh vas-y Nicolas, t'as pas une directive que tu peux me pondre sur ce sujet-là, si t'as 10 minutes à tuer. Non, c'est un truc qui a pris beaucoup de temps en amont, beaucoup de temps. C'est annoncé, l'intention politique est annoncée déjà en 2019, et il y a tout un travail de lobbying qui est fait en amont de cette présentation de la commission, y compris un lobbying parlementaire, puisque comme elle l'a dit, le Parlement européen, contrairement aux parlements nationaux, hein, par exemple l'Assemblée nationale ou le Bundestag, etc., le Parlement européen n'a pas ce qu'on appelle l'initiative législative. C'est-à-dire, il ne peut pas proposer des lois, il ne peut pas faire des propositions de loi. C'est-à-dire, l'Assemblée nationale, les députés peuvent dire, bah voilà, moi je décide, membre de l'Assemblée nationale, je décide de faire une proposition. Là, je mets sur la table un truc pour dire, voilà, moi je voudrais faire cette loi. Parlement européen, c'est pas possible. Il n'y a pas cette possibilité-là. Mais ça n'empêche pas que les parlementaires essaient d'influencer ce que la Commission peut faire, parce que la Commission européenne, au niveau européen, c'est la seule qui peut présenter une législation. La législation ne peut venir que de la Commission européenne. Du coup, qu'est-ce que les députés font, et le Conseil fait ça aussi de son côté, c'est ils font des textes, ce qu'on appelle des rapports d'initiative, ou des résolutions, etc. Des textes qui n'ont pas de valeur législative, mais où en fait le Parlement européen va dire, bah voilà, sur ce sujet, moi je pense ça, et Commission européenne, prend des notes, parce que c'est nous c'est ce qu'on veut que tu fasses. Et donc effectivement, en 2021, le Parlement européen, sous l'impulsion, dans le cadre d'un rapport d'initiative qui est porté par une députée française, Renaissance, Sylvie Brunet, que j'ai accueilli sur la chaîne il y a pas si longtemps que ça. Vous pouvez regarder son interview dans les archives, vous allez dans la partie vidéo, interview en français, vous retrouverez l'interview que j'ai faite avec Sylvie Brunet il y a quelques semaines, enfin il y a peut-être un mois et demi, et on a parlé un petit peu de ce sujet-là. Sylvie Brunet, voilà, elle fait un rapport d'initiative sur le sujet où en gros, il dit bah voilà, moi Sylvie Brunet et nous, Parlement européen, on pense ceci sur la question des travailleurs des plateformes, et on veut que la Commission européenne fasse ceci et cela. Et donc du coup, en fait, en faisant ce texte non législatif, vous pourriez dire mais on s'en fout, ça sert à rien, ça n'a pas d'impact juridique. En réalité, si, puisque la Commission européenne, en fait, elle va prendre des notes, parce qu'elle sait que elle doit faire sa proposition législative,
Et derrière, cette proposition législative, elle doit passer au Parlement. Donc c'est toujours utile de tenir compte de l'avis des mecs qui vont juger ton travail en amont. Parce que si tu fais un truc qui est l'opposé de ce que les mecs qui vont te juger te disent, bah tu vas te bouffer un mur. Et donc voilà, le but de ces rapports d'initiative qui n'ont pas de valeur législative, c'est d'influencer le travail de la Commission européenne pour dire attention Commission européenne, voilà mes lignes rouges, donc fais gaffe à ce que tu vas faire. Et la Commission européenne, elle prend les notes pour elle aussi préparer sa proposition et dire bah, voilà, comment est-ce que je fais pour naviguer entre les différentes lignes rouges, etc. Et donc il y a tout un tas de tactiques qui existent au sein de la Commission européenne, au sein du Parlement européen, enfin. Par exemple, vous pouvez avoir des trucs où la Commission européenne qui la joue tactique en disant bon ok très bien, je sais que le Parlement veut ça, je sais que le Conseil ne veut pas ça, donc moi dans ma proposition législative, je vais pas mettre ce sujet parce que je sais que le Parlement européen va le pousser lui-même et je le soutiendrai au moment des traits. Enfin il y a tout un tas de tactiques, on va dire, de stratégies législatives qui peuvent être déployées par le Parlement européen, par le Conseil et par la Commission européenne pour aboutir à un résultat final. Mais tout ça pour dire que une proposition législative, une directive, ça tombe pas du ciel, ça n'apparaît pas comme ça, c'est la conclusion de tout un processus qui, en général, dure plusieurs années. Hein. Les choses ne se décident pas 15 jours avant. Hein. Souvent, voilà, elle disait, les consultations de la Commission européenne, c'était début 2021 pour une proposition qui sort en 2021. Et probablement, il y avait déjà des réflexions en 2019, en 2020. Donc, l'histoire d'une législation européenne, c'est quelque chose qui est sur le long cours et qui commence avant le début officiel, enfin la proposition officielle de la Commission. Bref, je vous passe un peu j'ai fait pas mal de détails, j'espère que je vous ai pas trop emmerdé, mais voilà, c'est un peu comment on arrive à ce résultat. Et du coup, je repasse un peu là-dedans. Donc ça, c'est la proposition de la Commission européenne. Alors attendez, je vais zoomer un peu comme ça, vous pouvez voir. Donc, vous voyez, ça c'est le truc. Décembre 2021, la Commission européenne, elle arrive toute fière de son truc. Hop, elle nous pond cette proposition de directive sur l'amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail à une plateforme. Vous avez tout un tas de trucs. Hein, je vous passe directement à la partie intéressante. Hein, donc ça, c'est la directive en elle-même. Là, vous avez ce qu'on appelle les considérants. Donc c'est, on va dire, le contexte, etc., des éléments, et vous avez ce qu'on appelle les articles, que je vais trouver dans une minute ou deux, voilà, qui sont là, qui, elles, sont voilà, la partie vraiment juridique. Et une fois que la Commission pond son texte, ça part au Parlement européen, et ça part au Conseil. Et en fait, chacun, donc Conseil, c'est ce qui représente les États membres. La France, l'Allemagne, enfin voilà, les 27 États membres, ils sont dans ce qu'on appelle le Conseil. Le Conseil des ministres, le Conseil des ministres de l'Union européenne, dans son petit nom complet. Et donc en fait, chaque institution, le Parlement et le Conseil, vont travailler sur leur propre version de la directive. Le Parlement prend la version de la directive et dit bah voilà, article 2, bon bah voilà, en fait cette définition de la plateforme de travail numérique, je change ceci ou cela, voilà, donc ils refont à leur sauce la directive, ils adoptent leur position sur la directive. Le Conseil fait pareil. Alors là, ils sont encore en train de négocier. Hein. Le Parlement a adopté sa position, donc sa version de la directive, ils l'ont adoptée en février de cette année. Le Conseil est encore en train de le faire. Et donc, une fois que chacun a adopté sa position, bah, faut arriver à un résultat final. Et donc, en fait, on commence ce qu'on appelle les trilogues, qui sont des négociations à trois entre le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil, où en fait, on a trois versions différentes d'une directive. La version initiale de la Commission européenne, la version du Parlement européen, donc ça c'est ce que le Parlement européen a adopté, et vous avez la version du Conseil. Et le but du jeu, c'est dans des négociations d'arriver à un seul texte au final. Donc là je vous fais l'histoire du processus législatif. Et donc voilà, du coup, puisqu'on est sur le texte du Parlement, vous voyez, sur la partie gauche, c'est le texte original de la Commission européenne, et à droite, vous avez qu'est-ce que le Parlement change. Donc vous voyez, quand il y a des trucs en gras, c'est des trucs que le Parlement européen rajoute par rapport au texte. Et donc voilà, c'est des amendements pour changer différents trucs. Et du coup, un élément fondamental de ce texte-là, c'est, bah, on dit que on crée ce qu'on appelle une présomption de salariat. C'est-à-dire qu'on dit que, ok, ces travailleurs des plateformes, on va présumer qu'ils sont salariés. Ils ne vont pas être indépendants, on va présumer qu'ils sont salariés, donc ils devraient bénéficier d'un certain nombre de droits sociaux, dans un certain nombre de conditions. Et donc la Commission européenne définit un certain nombre de critères
qui sont quelque part dans l'article 4, qui est ici. Voilà. C'est les conditions qui sont mises par la Commission européenne. Donc la Commission européenne dit voilà, vous devez remplir 2 conditions qui sont listées ici pour pouvoir être considéré comme salarié. Le Parlement a vu ça, il dit bah non, en fait, nous on n'aime pas ça, on va faire une autre approche. Et donc ils ont viré, salut Tikanis, ils ont viré ces critères. Donc vous voyez, ça c'est l'amendement du Parlement européen. Il a supprimé tout ça en disant voilà, non, on va pas faire ces critères, on va pas faire ces conditions, on va faire un autre truc, on va faire une présomption en général. Et derrière, c'est à la plateforme de démontrer que bah non, en fait, la présomption n'est pas exacte, et donc ils doivent ensuite déterminer. Donc elle dit voilà, en fait, on a viré ces conditions de l'article 4 pour en quelque sorte les remettre à l'article suivant qui définit les conditions dans lesquelles la plateforme peut contester. Pour dire bah non, attendez, moi mes salariés, enfin pas mes salariés, les gens sur ma plateforme, c'est des vrais indépendants, c'est pas des salariés. Et donc je démontre pourquoi c'est des salariés, pourquoi c'est des indépendants et pas des salariés. Et donc du coup dans la version du Parlement, ils mettent un certain nombre de conditions sur lesquelles les plateformes peuvent s'appuyer pour dire bah non, en fait, mes travailleurs sont indépendants et ce ne sont pas des salariés. Donc voilà, en fait, il y a un changement un peu de structure dans la logique du texte. Mais dans tous les cas, même si le Parlement change l'approche de la Commission, il pousse dans le même sens. Arrive la France. La France, le gouvernement français, lui, a une approche complètement différente du truc. L'approche de la Commission européenne qui considère ok, on va faire une présomption de salariat, la France n'en veut pas. Ce qui est rare. Elle est sur une approche complètement différente de celle de la Commission européenne. Elle préférerait un système intermédiaire, en disant bah voilà, en fait, on crée un système entre celui de salarié et celui d'indépendant. Comme Madame Cheville disait, c'est une sorte de statut d'indépendant plus, avec quelques droits supplémentaires, basés sur la négociation collective, etc. Et je dis c'est rare que la France soit sur une approche différente de la Commission, puisque particulièrement ce mandat-là, la Commission européenne de Ursula von der Leyen est particulièrement proche de la France. Historiquement, c'est connu, il n'y a pas grand-chose qui se passe à Bruxelles sans que la France et l'Allemagne soient, on va dire, très impliquées et relativement d'accord sur la direction. Mais sur ce mandat-là, Ursula von der Leyen, la Commission von der Leyen a poussé beaucoup de choses qui sont très proches de ce que Paris pense. Pour plein de raisons différentes. Pour gagner du temps, je vais pas vous faire un cours sur pourquoi la Commission von der Leyen est particulièrement proche de la France, mais là du coup c'est une exception où la Commission européenne va dans une direction radicalement différente de celle vraiment opposée à la France. Et du coup la France se retrouve un peu à batailler contre la Commission européenne pour essayer de dire bah non, en fait moi je veux pas de l'approche de la Commission européenne, je veux une autre approche qui facilite le travail de ces plateformes, parce que voilà, l'argument de la France, c'est de dire bah voilà, ces plateformes-là, elles créent de l'emploi, c'est dynamique, c'est du bénéfice économique, etc. Donc on doit pas, faut pas tuer le business en gros. Faut pas tuer le business, on doit mettre quelques règles supplémentaires sur le statut des travailleurs, etc. Mais la base de ce business reste que ça reste des indépendants, et donc faut pas tuer ce business, parce que sinon voilà, on fout, comme je disais, 14 milliards d'euros par la fenêtre. Donc voilà un peu le raisonnement de la position française, qui se clash à l'opposé avec les Espagnols, qui eux, dans leur droit national, ont une présomption générale de salariat. Et donc du coup, en fait, au sein du Conseil, il y a des grosses tensions entre les États membres qui ont des approches différentes. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, le Conseil n'a pas de position commune. Encore. Ils sont toujours en train de négocier. Et le Parlement européen, ils ont adopté leur position en février, et maintenant, ils sont dans les starting blocks. Ils attendent que le Conseil fasse son taf et trouve une position commune pour ensuite commencer ces trilogues pour arriver à un accord final. Sachant que, pour tout ceci, il y a un temps limite, puisque, vous savez, j'espère, si vous ne le savez pas, je vous le dis maintenant, l'année prochaine, il y a les élections européennes, probablement mai ou juin prochain, il y a les élections européennes, et donc du coup, ça veut dire que l'objectif, c'est de finaliser cette législation avant les élections européennes.
Parce que sinon, bah, tu dois recommencer de zéro, tu as le Parlement qui a changé, etc. C'est un bordel pas possible. La commission change et tout. Donc l'objectif, c'est de finir ce texte avant, on va dire mars 2024. Parce que entre mars et juin, c'est la période électorale, c'est l'élection, etc. Donc il n'y a plus rien qui se passe. Hein. Le Parlement, il ferme ses portes en mars-avril de 2024. Et donc du coup, tu as un temps limité parce que faut que le Conseil trouve un accord. Il faut qu'il y ait les négociations en trilogue, donc la Commission européenne, le Conseil et le Parlement se foutent sur la gueule pour trouver un accord commun. Et ensuite, il faut faire approuver cet accord par le Parlement européen et par le Conseil. Tout ça, ça prend du temps. Et c'est pour ça que Mme Chebbi disait, voilà, faut que le Conseil trouve un accord d'ici juin, donc d'ici 2-3 mois, d'ici 2 mois et demi, on va dire, parce que sinon on n'aura plus le temps. On n'aura plus le temps de faire les négociations et on n'aura plus le temps ensuite derrière de faire approuver le texte et ça va être ghetto et on risque de jeter par la fenêtre ce qui aura été 5 ans de travail. Donc il y a une deadline et elle dit voilà, il faut qu'il y ait un accord et après on a l'avantage que la prochaine présidence du Conseil, puisque comme elle a dit tous les 6 mois, le secrétariat du Conseil, donc celui qui mène un peu la danse au sein du Conseil, hein, qui dirige les travaux, c'est un pays qui change tous les 6 mois. La France était en premier semestre 2022, c'est ce qu'on appelait la présidence française. Ensuite, ça a été les Tchèques. Maintenant, c'est les Suédois. Et à partir de juillet, c'est les Espagnols. Les Espagnols qui sont sur une position très proche de celle du Parlement, puisqu'ils veulent une présomption de salariat. Donc, Chebbi, elle explique bien, bah voilà, si jamais il y a un accord au Conseil, quel que soit cet accord, l'avantage qu'on a, c'est que avec une présidence espagnole, on a une présidence qui veut trouver un accord qui est plutôt proche de nous idéologiquement. Donc ils vont être prêts à faire des deals avec nous. Donc c'est quelque chose de positif auquel il faudrait qu'on arrive. Mais il faut d'abord trouver un accord. Bref, tout ça pour dire que tout n'est pas fini. Hein, il y a des avancées. Hein, le Parlement a adopté son mandat de négociation, puisqu'effectivement c'est à chaque fois on dit voilà, le Parlement a voté la directive. Non, elle a voté son mandat de négociation. Le vote final sur la directive, il sera probablement, en admettant que le Conseil trouve son accord en juin, ils vont négocier entre septembre et décembre, donc probablement le Parlement devra voter, enfin, la décision finale sur la directive, la version finale de la directive, ça sera probablement début 2024. Donc juste avant la fin du mandat. Donc c'est un peu ric-rac niveau timing. Donc voilà un peu sur le pourquoi du comment, la timeline, etc. Alors je vous donne un choix. Je vois le temps qui passe et je veux pas non plus, je peux pas non plus rester trop longtemps. Vous pouvez quoi? Vous voulez que je vous fasse je vous explique les Uber Files avec Monsieur McGann, ou est-ce que vous voulez qu'on parle transparence du lobbying? Puisque c'est les deux sujets qu'on a évoqués avec Mme Chebbi, sachant que la question du transparence du lobbying, c'est un truc qui est, on va dire, un peu différent de celui de la directive, mais c'est une discussion intéressante qu'on a eue avec elle. Donc je vous le donne le choix. McGann, donc Uber Files, ou transparence du lobbying. Vous avez 1 minute, on va dire. Attends, je check un truc vite fait pour regarder combien de temps j'ai. Hop. Sinon, je ferai un choix de mon côté. Hop, ça, je vais dire. Hop. Pas d'inspiration. Bon, pas d'inspiration. Allez, je vais vous parler de McGann. Transparence du lobbying, on en a déjà parlé, on pourra en parler à d'autres moments. Là, on fait un stream, pas travailleur détaché, travailleur des plateformes, autant que j'aille au bout du truc. Oh, d'ailleurs, en parlant de... J'ai d'y penser parce que je vois la page. Un truc vachement stylé que même Chebbi elle a fait. Donc, je vous parlais de tout le chemin pour arriver entre la proposition de la directive et le résultat final. Big up à celui qui s'occupe de ça dans l'équipe de Mme Chebbi, c'est super stylé. Sur son site internet, ils ont fait une espèce de timeline du texte avec, bah voilà, quand tu commences le début du truc, avec des informations, etc. Et ça te montre tout le chemin que la directive doit arriver pour arriver à l'adoption de la directive. Le truc est super, et assez stylé. Chapeau à l'équipe de Mme Chebbi pour avoir fait ça. C'est assez cool comme outil. On like, on subscribe. Bref.
je repasse à mon sujet, au sujet que je voulais discuter, c'est celui de Monsieur McGahn. McGahn? Yeah, McGahn. Mark McGahn. Qui est ce monsieur? Monsieur McGahn, c'est l'ancien lobbyiste en chef de Uber Europe, que vous voyez en photo. Et Monsieur McGahn, il est parti de Uber il y a quelques années maintenant. Il se trouve que l'année dernière, il a pas leaké, mais en tout cas, il a envoyé tout un tas de documents confidentiels, des emails, etc., des position papers, des présentations PowerPoint, etc. Plus de 140 000 documents, je crois. Une connerie comme ça. 124 000 compagnies, ouais, 124 000 documents. Il les a envoyés au Guardian. Le Guardian, donc, journal britannique. Et donc, ça a lancé. Donc, après, il a dit voilà, c'est moi qui ai envoyé les trucs. Ça a lancé ce qu'on appelle les Uber Files. Les Uber Files, c'est quoi? C'est. Je vais vous mettre l'article du Guardian, c'est en anglais, mais au pire, vous le passez par Google Trad. Hop. Et en fait, c'est ce qu'on a appelé les Uber Files. C'est la documentation, en fait, de comment Uber, c'est pas que de Uber, a fait son lobbying et un certain nombre d'autres choses pendant plusieurs années. Comment est-ce qu'ils ont mené leur travail pour essayer de pousser leur point de vue dans les différents États, les différents États européens, etc. Et donc ça a montré des méthodes qui sont extrêmement pushy, hein, extrêmement agressives, et qui se caractérisaient par le fait qu'en gros, il y en a dans l'article, dit voilà, en gros, ils savaient que quand ils rentraient sur un marché, donc, par exemple, ils arrivent sur le marché français, ils savaient que leur truc était, leur modèle économique était borderline / illégal, mais en fait, ils faisaient le forcing, et ensuite derrière, ils allaient voir les chefs d'État, les chefs de gouvernement, enfin les gouvernements, pour en gros essayer de forcer, leur dire bah voilà, valider ce que je fais, même si sur le papier mon machin est un peu ric-rac, mais valider ce que je fais pour me protéger entre guillemets de répercussions potentielles. Et donc du coup, ça a mené notamment ça parle aussi de comment ils exploitaient les clashs. Vous vous rappelez peut-être les clashs entre les chauffeurs Uber et les chauffeurs de taxi. Hein, des trucs qui étaient super tendus, hein, les mecs se foutaient littéralement physiquement sur la gueule. Et en gros, comment est-ce que Uber exploitait, voire même encourageait ces clashs-là pour son propre avantage. On dit, bah voilà, si jamais il y a les trucs qui partent en vrille, ça nous sert parce que les chauffeurs de taxi vont passer pour des gros malades, et donc du coup, on va avoir la sympathie des autres, des gouvernements, etc., et on va nous lâcher la grappe. Et donc tout un tas de pratiques de ce point de vue-là par Uber. En France, il y a eu un impact vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, à l'époque, dans la période qui est couverte par Uber File, Emmanuel Macron n'est pas encore président, il est ministre de l'économie de François Hollande. Et en gros, les Uber Files expliquent que il y a un contact direct entre Uber et Emmanuel Macron. Et en fait, Macron, en sous-main, soutient Uber contre l'avis, contre la position qui était normalement celle du gouvernement. Donc en gros, Macron fait un peu un double jeu dans le sens où le gouvernement a pris une position qui n'est pas forcément favorable à Uber, mais lui décide de soutenir, et plutôt un soutien de l'approche de Uber, et donc les aide en sous-main, pas de manière illégale ni quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a un engagement direct de Macron pour essayer d'aider Uber, malgré le fait que la position du gouvernement est pas nécessairement très pro-Uber. Donc ça, on va dire, c'est sur l'implication de Macron là-dedans. Qui, encore une fois, il n'y a rien d'illégal, hein, que ce soit dans ce que Uber a fait ou dans ce que Macron a fait, hein, c'est juste que ça montre que il y avait un accès direct aux hautes sphères de l'État, et que Macron, à l'époque où il était ministre de l'économie, il a mis les mains dans le cambouis pour soutenir Uber, et c'est quelque chose qu'il a assumé après la publication des Uber Files, en disant oui, j'ai effectivement été en contact direct avec Uber, parce que voilà, je considérais que c'était quelque chose de positif, c'était quelque chose de nécessaire, et je le referais si jamais j'étais nouveau dans la situation. Donc on va dire qu'il assumait, il assumait le truc. Mais en tout cas, ça a créé un momentum politique, hein, puisque quand McGahn sort les Uber Files, on est au moment où, donc en mi-2022, on est au moment où on est dans les négociations, on commence les négociations sur cette directive sur les travailleurs des plateformes, et évidemment, bah, ça démonte passablement l'image de Uber, et donc du coup, ça donne l'avantage à ceux qui défendent la directive
puisque ça leur permet de dire, mais attendez, vous voyez les méthodes que Uber utilise, c'est dégueulasse, est-ce que vous voulez vraiment être dans le camp de ces gens-là? Et évidemment, ça rend la tâche plus compliquée pour ceux qui voulaient défendre les, pas nécessairement Uber, mais les business models de ces plateformes. Et donc ça a aidé à pousser la directive plus en avant. Donc voilà, c'était le rôle de McGahn avec les Uber Files. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe assez régulièrement. On voit l'influence d'affaires comme ça qui sortent et qui peuvent influer le processus européen. On a voilà, McGahn qui a eu une influence un peu indirecte, pas sur la substance, mais en tout cas sur le mood politique, hein, sur l'ambiance politique. Sur ce dossier-là, on a eu Frances Haugen sur le DSA quand elle a sorti la lanceuse d'alerte sur Facebook, enfin sur Meta, où elle a c'était Facebook Files, je crois. Bref, où elle sort les documents sur les documents internes de Facebook, etc., et qui montrent qu'il y a des trucs pas très jojo qui se passent à Facebook en matière de modération, etc. Donc voilà, il y a un certain nombre de cas où la sortie d'un lanceur d'alerte peut avoir un impact concret sur des négociations qui ont lieu à Bruxelles sur tel ou tel sujet. Et voilà à peu près ce que j'avais à vous dire hein, sur les notes que j'avais. Je sais pas s'il y a d'autres trucs que vous voulez que je blablate, mais vous n'avez pas l'air de vouloir plus que ça. Je vais lancer ma conclusion, si vous n'avez pas de trucs brûlants que vous voulez que je discute maintenant tout de suite. Donc déjà, merci d'être venu ce soir, j'espère que vous avez apprécié l'interview et tout. Le programme, pour cette semaine, plus d'autres streams, plus d'interviews, etc. Je ferai un stream gaming détente dimanche, à Pépouze, hein, mais rien de politique. La semaine prochaine, on aura une interview en anglais avec la présidente. Je ne sais plus c'est quoi son titre officiel, la présidente d'une initiative à Bruxelles qui s'appelle Brussels Binder, qui est en fait une initiative qui vise à, on va dire, promouvoir les femmes dans les affaires publiques européennes, parce que en gros, c'est la question de la lutte contre les discriminations dans la sphère européenne, et donc il y a cette initiative Brussels Binder qui a été créée pour de manière assez pragmatique, permettre à plus de femmes d'être dans les panels à Bruxelles quand il s'agit de parler de politique européenne. Et donc on va discuter avec la présidente du Brussels Binder pour parler voilà, de l'initiative Brussels Binder et aussi du thème plus général de la discrimination à Bruxelles, que ce soit la discrimination sexuelle ou même la discrimination raciale. Donc ça sera mardi, si je vous dis pas des conneries. Dans tous les cas, vous aurez je vous donnerai toutes les informations en amont. Comme d'habitude, si c'est pas déjà le cas, suivez la chaîne. C'est toujours apprécié. Si vous aimez vraiment ce que vous avez vu, écoutez, vous pouvez lâcher un Prime ou un sub, c'est toujours fortement apprécié. Je vous mets là tout de suite maintenant mes réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur Twitter, Discord, YouTube, toutes les bonnes choses. Vous avez juste à cliquer et à follow là. C'est là que vous aurez les informations sur le programme et tout le tintouin. Et voilà, c'est à peu près ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Stream de reprise. Hein, on y va gentiment. Et ouais, sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et je vous retrouve la prochaine fois, soit dimanche lors du stream gaming Pépouze, ou alors la semaine prochaine pour l'interview ou ce qu'il y aura probablement des revues de presse. À bientôt tout le monde, ciao.